Tu te souviens des Néandertaliens? Nos cousins humanoïdes du Pléistocène, avec leur nez large et leur front incliné? Ils ont parcouru l'Europe et l'Asie pendant plus de 350 000 ans avant de disparaître. C'est à peu près à la même époque que nos ancêtres, les Homo sapiens, ont décidé de quitter l'Afrique et d'explorer le monde. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il est advenu des Néandertaliens et pourquoi ils n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Mais grâce à d'importantes fouilles archéologiques et à d'impressionnantes découvertes fossiles, nous en savons désormais un peu plus sur eux. L'une des théories expliquant leur disparition est que le climat ne leur convenait plus. Les partisans de cette idée estiment que Mère Nature se serait retournée contre les Néandertaliens et les aurait anéantis. Toutefois, si l'on examine des sites archéologiques néandertaliens, en Italie par exemple, on ne trouve aucun signe de catastrophe climatique qui aurait pu mettre à mal toute cette espèce. D'autres pensent qu'il aurait pu y avoir une certaine compétition pour les ressources entre les Néandertaliens et les humains. C'est pourquoi les spécialistes ont également creusé autour de plusieurs autres sites archéologiques où Néandertaliens et Homo sapiens auraient-ils pu se côtoyer pendant environ 3000 ans. Dans ce cas, il semble bien que les Néandertaliens aient été un peu en retard sur le plan de l'outillage. Leur technologie était comparable à celle des téléphones à clapet face à l'ère de la réalité virtuelle. Mais qui sait si ces deux espèces se sont vraiment croisées dans cette région particulière? Les preuves sont encore incertaines. La façon dont ils se sont éteints n'est pas la seule information au sujet des Néandertaliens qui suscite notre curiosité. D'autres scientifiques, par exemple, tentent de décrypter certains codes barres moléculaires des Néandertaliens afin d'identifier leurs traits spécifiques. Certains d'entre eux pourraient être communs, crois-le ou non. Certes, l'espèce néandertalienne dans son ensemble s'est éteinte, mais cela ne veut pas dire que des restes de leur ADN ne se retrouvent pas chez l'homme. Bien, tu sais comment les choses se passent lorsque des gens vivent à proximité les uns des autres. Un certain brassage génétique ne peut manquer de se produire. La preuve? Un peu d'ADN de Néandertal retrouvé chez des gens d'aujourd'hui. Et c'est là que les choses se croisent. Les chercheurs ont d'abord pensé que comme les Néandertaliens n'avaient jamais vécu en Afrique, leur ADN se retrouverait pas dans les populations africaines modernes. Or, il s'avère que les Africains possèdent eux aussi environ 0,5% d'ADN néandertalien. Cela ne signifie pas que nos parents néandertaliens se soient simplement téléportés à travers les territoires africains sans laisser de traces derrière eux. Ce que cette découverte implique en réalité, c'est que les premiers humains auraient visité l'Europe, mêlé leur matériel génétique avec celui des Néandertaliens, puis seraient retournés en Afrique. Ça fait beaucoup de migration. Comment sommes-nous tombés sur cet ADN néandertalien de nos jours, tu demanderas-tu peut-être? Des chercheurs ont rassemblé des milliers de personnes de par le monde. Les participants venaient d'Asie de l'Est, d'Europe, d'Asie du Sud, d'Amérique et d'Afrique. Les pourcentages peuvent varier. Bien entendu, mais environ 20% du bon vieil ADN néandertalien se trouvait encore chez nous, les gens modernes. Bien sûr, le Homo ne possède qu'environ 2% de cette allure d'homme des cavernes. Si tu viens de certains endroits, ou de certaines familles, qui ont un peu plus d'ADN néandertalien dans leur soupe génétique, tu peux atteindre 3% au maximum. Y a-t-il quelque chose de particulier que nous partageons avec nos cousins humanoïdes depuis longtemps disparus? Il s'avère que nos ancêtres néandertaliens nous ont offert bien plus que leur simple compagnie pendant des milliers d'années. Ils nous ont également transmis l'incroyable héritage de leur nez. Les Néandertaliens étaient là pourvus de tarins très performants. Ce n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était aussi un atout dans les climats froids. Le genre de froid qui fait givrer tes sourcils et grincer tes dents, ou ton souffle plus gelé avant même de quitter tes lèvres. À cette époque, le nez des Néandertaliens faisait office de calorifère personnel, réchauffant et humidifiant l'air froid et ses quills respirants. Pour ce genre de conditions climatiques extrêmes, ces impressionnants gratte-ciel nasaux se sont avérés très pratiques. Lorsque nos ancêtres Homo sapiens ont décidé de quitter les savanes ensoleillées d'Afrique pour aller se les geler en Eurasie, ils sont tombés sur les Néandertaliens. Cette rencontre a donné lieu non seulement à un échange d'amabilité, mais aussi à un échange de codes génétiques en vue d'un nez plus grand. Cette nouvelle pépite génétique a été découverte par des scientifiques qui ont fouillé dans l'ADN de plus de 6000 volontaires.
Pour compléter l'étude, ces savants ont minutieusement comparé ces données génétiques à des clichés du visage des volontaires. Ils ont mesuré les distances entre différents points de chaque visage, comme la hauteur de l'arête du nez, par exemple. Ils ont ensuite joué à un petit jeu de repère le marqueur génétique pour déterminer si certains traits du visage étaient liés à des gènes les plus spécifiques. Au terme de cette passionnante course-poursuite, ils ont décroché le jackpot. 33 nouvelles zones génomiques ont été associées à des traits du visage. Un gène remarquable, appelé ATF3, a été retracé jusqu'à nos ancêtres néandertaliens et semble être celui qui détermine la taille du nez. Les participants d'origine amérindienne possédaient ce gène hérité de Néandertal, ce qui expliquait leur nez plus haut. Considérons le gène ATF3 comme un cadeau de pendaison de crémaillère offert par les Néandertaliens à l'homme qui avait quitté l'Afrique pour s'installer dans des climats plus rudes. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que nos ancêtres jouent à se transmettre des gènes. En 2021, la même équipe de chercheurs a découvert un gène influent sur la forme des lèvres, appelé TBX15. Ce gène était un petit mot d'amour des Denisoviens, un autre groupe de nos anciens parents, qui vivaient en Asie et se sont éteints il y a environ 30 000 ans. Une autre partie de la communauté scientifique pense que nos amis néandertaliens avaient une particularité génétique étrange au niveau de leur cerveau. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas survécu. Cette théorie suggère que nous, les humains, devrions notre avancée cérébrale à une mutation génétique singulière. Cette mutation a donné à notre néocortex, la partie la plus intelligente du cerveau, un petit boost en termes de population dans le département neuronal. Ce gène extraordinaire n'est pas si différent de la version néandertalienne. Il ne manque qu'un acide aminé, un peu comme si tu commandais un café avec un sucre au lieu de noir. Cette petite modification se retrouve chez la quasi-totalité des humains modernes. En revanche, nos parents disparus, les néandertaliens, les dénisoviens et d'autres primates, ont tous raté le mémo de la mutation, du moins d'après l'étude. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne. Ce n'est pas parce que nous avons plus de neurones que nous sommes nécessairement des génies en comparaison. Ces résultats suggèrent tout au plus que nous avons peut-être réorganisé le cerveau d'une manière qui nous a donné une longueur d'avance sur le plan cognitif. Par ailleurs, il ne s'agit pas uniquement d'une différence entre deux acides aminés. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. Les scientifiques ont déjà découvert 96 différences entre notre ADN et celui des Néandertaliens, qui auraient pu avoir une incidence sur les différents résultats obtenus par l'espèce. L'étude de l'ADN des Néandertaliens nous a également permis de mieux comprendre leurs relations. En fait, nous avons maintenant des preuves tangibles de ce à quoi ressemblait une famille néandertalienne. Et, étonnamment, elle n'est pas si différente de la nôtre. Pour cette étude, les chercheurs ont recueilli des informations sur un site archéologique néandertalien situé en Asie. Ils ont découvert qu'une famille en particulier comprenait un père néandertalien attentionné, sa fille adolescente et un jeune garçon plein d'entrain qui était peut-être leur neveu ou leur cousin. Le groupe comprenait également une femme plus âgée, peut-être une tante ou une grand-mère. Bon, notre jeune demoiselle aurait fini par faire ses valises avec des adieux larmoyants et par quitter la maison de son papa lorsqu'elle aurait trouvé chaussures à son pied. Tu entres dans le territoire étonnant mais abandonné d'un parc animalier. Les cages des animaux sont recouvertes d'herbe. Les petites maisons ont été abandonnées depuis longtemps et il y a des toiles d'araignées et de la moisissure partout. Tu entres dans un bâtiment sombre et tu vois une lueur verte devant toi. Tu t'approches et tu réalises qu'il s'agit d'un grand réservoir d'eau. Il y a de l'eau verte croupie dedans, mais tu es attiré par la silhouette d'un énorme poisson à l'intérieur. Tu viens de trouver un grand requin blanc. Son corps se trouve dans une solution de formol qui le préserve parfaitement. En 2012, Wildlife Wonderland en Australie a cessé ses activités. Tous les animaux ont été déplacés de là, mais le requin a été oublié. En 2018, l'explorateur urbain Luke Macpherson a visité cet endroit abandonné et a publié une vidéo du requin embaumé. La vidéo a été visionnée des millions de fois et le requin a reçu un nom, Rosie. Depuis lors, le parc a attiré de nombreux touristes. Malheureusement, des vandales en faisaient partie. L'aquarium a été endommagé et des graffitis y ont été peints. Les gens ont exigé que cette trouvaille si inhabituelle soit protégée et quelques mois plus tard, alors que l'endroit était presque détruit, il a été déplacé vers un autre centre d'exposition en activité. Là, le bassin a été restauré et le liquide a été renouvelé, afin que le requin puisse conserver son apparence. Le prochain lieu abandonné est beaucoup plus effrayant.
C'est probablement pour cette raison qu'il attire beaucoup de visiteurs. Nous sommes en République tchèque, dans le petit village de Lukovac. C'est très beau ici, avec de petites maisons, des rues accueillantes et une nature verdoyante. Parmi les arbres, tu remarques soudain la silhouette d'une vieille chapelle. Avant d'y entrer, tu te rends compte qu'elle est complètement abandonnée. Tu vois de vieilles briques avec de la peinture délavée sur les murs et un toit en métal rouillé. Cela semble un peu effrayant. Tu fais un pas à l'intérieur. Si certains voyageurs découvraient cet endroit la nuit, ils s'enfuiraient en hurlant à cause de ce dont ils seraient témoins à l'intérieur. Il y a des communiants dans cette chapelle. La plupart sont assis sur des bancs et certains sont debout. Ils ne bougent pas parce que ce sont des statues en plâtre. Mais le plus terrifiant est que chaque statue est recouverte d'un drap blanc. En 1968, le toit de la chapelle a commencé à pourrir. Finalement, il s'est effondré et les habitants ont arrêté d'y venir. En 2014, un artiste a fabriqué des statues en plâtre et les a placées ici pour donner l'impression que le bâtiment était hanté. Cette installation attire les touristes du monde entier, ce qui aide à récolter l'argent nécessaire à la restauration de la chapelle. Nous sommes maintenant aux États-Unis en train de rouler sur l'autoroute de Vashon. Il y a une forêt dense des deux côtés de la route. Tu arrives à l'arrêt de bus et tu descends de la voiture. Pour voir l'étrange trouvaille dont tu as entendu parler, tu dois aller dans la forêt. Tu passes par les buissons, la boue, les arbres et te voilà. Au début, tu ne vois rien de spécial, mais ensuite, tu lèves les yeux. Il y a une bicyclette rouge rouillée littéralement à l'intérieur d'un arbre. Elle est devenue une partie intégrante de la forêt. Les roues et le guidon dépassent et tout le reste est à l'intérieur du tronc. Il s'avère qu'en 1954, un garçon du coin a reçu une bicyclette, mais il n'était pas très content de son cadeau. Les pneus étaient très fins et très durs, et le guidon semblait provenir d'un tricycle d'enfant. Un jour, ce garçon jouait dans les bois avec ses amis, et lui seul avait une bicyclette. Quand tout le monde a commencé à rentrer chez lui, le garçon a laissé le vélo contre l'arbre. Celui-ci a continué à pousser, et le vélo en est devenu partie intégrante. Quittons les endroits froids et sombres, et dirigeons-nous vers le centre du désert de Californie du Sud. Le soleil y est très chaud, et il n'y a personne autour. Il n'y a que du sable, des buissons secs et des montagnes au loin. Quelques heures s'écoulent. Tu as soif. Le soleil te brûle la peau. Et soudain, tu vois de l'eau. Ou est-ce un mirage? Tu t'approches dans l'espoir que ce ne soit pas le cas, ouais. C'est de la vraie eau, mais ce n'est pas une oasis. Ici, au milieu du désert, il y a une piscine. Quel plaisir d'y plonger. C'est ce qu'on appelle une piscine sociale. Un artiste l'a construite au cours de l'été 2014. Absolument tout le monde peut utiliser cette piscine. En revanche, pour cela, il faut d'abord la trouver. Malheureusement, il n'en reste qu'une carcasse aujourd'hui. Les lieux abandonnés ne contiennent pas seulement des choses bizarres et effrayantes. Certaines découvertes peuvent rendre la personne qui les a trouvées riche. Nous allons dans le quartier rouge de Pigalle à Paris. C'est un quartier résidentiel et rien n'a l'air abandonné. Tu entres dans une de ces maisons, tu croises des gens à l'entrée qui vérifient leur courrier dans la boîte aux lettres. Tu montes les escaliers et tu t'arrêtes à la porte d'un certain appartement. Il a l'air délabré. Tu l'ouvres et tu entres à l'intérieur. Ce que tu vois ici te rappelle une scène effrayante tirée d'un film de maison hantée. Tous les meubles et les décorations sont d'époque et tout l'appartement ressemble à une brocante. Une épaisse couche de poussière recouvre chaque centimètre de cet endroit. De vieilles poupées effrayantes et des jouets en peluche reposent sur les tables et sur le sol. Ajoute une mélodie angoissante provenant d'une boîte à musique et tu obtiens un ensemble d'horreur complet. Tu as l'impression d'être remonté un siècle dans le temps et dans un sens, c'est le cas. Le propriétaire de l'appartement a déménagé dans les années 40. Elle a tout laissé tel quel. L'appartement est resté intact pendant 70 ans. Il a été découvert en 2010 lorsque des gens ont commencé à évaluer les biens de la propriétaire de cet appartement. Elle a vécu ailleurs et n'a parlé à personne de l'endroit. Lorsque les huissiers ont ouvert l'appartement, ils ont trouvé un tableau de l'artiste italien Giovanni Boldini, qu'il avait peint au 19e siècle. Ce tableau a été vendu pour 2,5 millions de dollars. Maintenant, nous allons dans un autre désert, en Namibie. Ici, parmi les dunes, non loin de la côte océanique, tu trouveras une lagune asséchée et un vieux bateau coulé à moitié enterré dans le sable. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ce navire portugais a environ 500 ans. Il a quitté Lisbonne en 1533 et a disparu près d'une ville minière qui extrayait des diamants en Namibie. En se promenant dans l'épave, on peut trouver des pièces de bateaux de cette époque, mais le plus intéressant est un coffre avec des pièces d'or. La valeur nette de l'ensemble du navire ainsi que du précieux trésor est estimée à plus de 12 millions de dollars. L'épave a été découverte par des géologues en 2008, mais sa pleine gloire n'a été exposée que 8 ans plus tard. Et maintenant, tu te balades dans les rues de New York en passant par une sombre ruelle déserte où tu aperçois des poubelles. Tu remarques une toile peinte qui dépasse de l'une d'entre elles. Tu la sors de la poubelle et tu réalises qu'il s'agit d'un tableau. L'image n'est pas très claire.
mais elle a l'air belle. Tu décides qu'une œuvre d'art n'a pas sa place dans la poubelle et tu la ramènes chez toi. Pendant les 4 années suivantes, tu essaies de trouver quelque chose sur ce tableau. Et un jour, sur un site web consacré aux antiquités, tu découvres que cette toile est un authentique chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est ce qui est arrivé à une femme de New York en 2003. Lorsqu'elle a trouvé le tableau dans la poubelle, elle a immédiatement senti la puissance qui en émanait. La femme a découvert que le tableau avait été volé à son propriétaire en 1989. Elle l'a rendu et a reçu 15 000 $ en guise de récompense. Le tableau, intitulé « Tres Personajes », a été dessiné par l'artiste mexicain Rufino Tamayo en 1970. Un collectionneur a acheté cette œuvre d'art comme cadeau pour sa femme. Mais quelques années plus tard, le tableau a été volé alors que le couple emménageait dans une nouvelle maison. Terminons maintenant notre voyage par la découverte la plus grandiose et la plus importante. Nous sommes en Turquie. Tu vis dans une vieille maison depuis très longtemps et tu veux redécorer l'endroit. Tu jettes toutes tes affaires usées et tu te souviens que tu as un vieux sous-sol. Tu n'en avais jamais eu besoin avant, mais tu décides de le transformer en chambre. Tu abats un mur et tu découvres un tunnel qui mène au sous-sol. Tout excité, tu décides de t'y rendre et tu réalises que le tunnel ne mène pas seulement à une pièce secrète, il mène à une ville souterraine colossale. En 1963, un Turc a découvert une ancienne ville qui s'étendait sur 18 étages. Elle pouvait accueillir environ 20 000 habitants, du bétail et des vivres. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines et d'autres attributs de la civilisation. La ville a été fondée à l'époque byzantine, il y a plus de 1000 ans. Elle a probablement été construite pour servir d'abri contre les catastrophes naturelles et les guerres. Le détail le plus intéressant, cependant, est qu'elle n'est pas la seule ville souterraine. Elle est adjacente à de nombreux autres tunnels qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Le savais-tu ? Tu pourrais techniquement vivre dans la Tour Eiffel, si ça ne te dérange pas trop de résider dans un tout petit appartement. Gustave Eiffel a conçu la tour pour inclure un appartement privatif, tout en haut de la construction. Il a laissé l'endroit propre et bien rangé, avec tous les meubles nécessaires. De nos jours, l'appartement n'abrite plus que 2 mannequins, celui de Gustave Eiffel lui-même et celui de son tout aussi célèbre ami, Thomas Edison. Un petit coup d'œil discret est permis aux touristes qui achètent un billet pour le sommet de la tour. Si tu passes un jour par Trafalgar Square, tu risques bien de rater le plus petit poste de police de Londres, car il est caché sous un lampadaire. La raison pour laquelle il a été placé là en 1926 était de permettre aux agents d'être proches des rassemblements publics, et il se produisait assez souvent sur cette place. On prétend même qu'il disposait d'une ligne téléphonique directe avec Scotland Yard. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un stockage d'entretien, alors il n'y a pas grand-chose à y voir, à part quelques serpillères. La gare de Grand Central, l'une des plus fréquentées de New York, propose une activité cachée intéressante à ses voyageurs. Des cours de tennis sont disponibles dans un espace secret appelé l'Annexe. Celle-ci a accueilli beaucoup de choses différentes au fil du temps, d'un studio d'enregistrement à une petite galerie d'art. Mais aujourd'hui, l'endroit est plus connu sous le nom de Vanderbilt Tennis Club et est accessible au public. Tout comme Gustave Eiffel, le producteur Samuel Rotafel, alias Roxy, s'est conçu un appartement caché dans la Radio City Music Hall de New York. Il a également demandé à ce que l'appartement, aujourd'hui connu sous le nom de Suite Roxy, soit décoré dans un style art déco. Il présente des plafonds de 6 mètres de haut, ornés de feuilles d'or, et des murs couverts de tentures en velours. De nos jours, seuls les artistes de Radio City et les invités de haute marque peuvent visiter l'endroit. Il serait aussi possible de le louer, mais on dit que les prix sont exorbitants. L'un des symboles les plus connus de Rome, le Colisée, possède des tunnels secrets cachés dans ses souterrains. À l'époque, les Romains utilisaient ces passages pour y garder des bêtes sauvages comme des lions, des tigres, des éléphants et des ours, en vue des combats de gladiateurs et d'autres types de divertissements. Ils sont ouverts aux visiteurs depuis 2010, tout comme le système de canalisation du Colisée. C'était une sacrée avancée technique pour l'époque, avec un réseau de fontaines et même des toilettes. Certaines personnes ont toutefois critiqué l'ouverture de ces tunnels secrets. On pense que cela pourrait à terme affecter la structure du bâtiment, étant donné l'énorme afflux de visiteurs. On dit que l'Empire State Building a 102 étages, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il possède en fait un 103e étage secret. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier caché situé au 102e étage. Mais il est surtout mis à la disposition des techniciens du bâtiment et des célébrités de temps à autre. Ce n'est pas tout. Le 103e étage mène ensuite à la capsule de l'Empire State Building. Il s'agit de la célèbre flèche du bâtiment.
l'un des monuments américains les plus reconnaissables comporte une mystérieuse chambre cachée. Si les informations actuelles sont exactes, il se trouve une pièce secrète juste derrière la tête d'Abraham Lincoln dans le mont Rushmore. Elle était censée abriter des objets symboliques et des documents clés de l'histoire des États-Unis, comme sa déclaration d'indépendance et sa constitution. Nous savons à présent que ces documents cruciaux sont conservés dans un lieu hautement plus protégé et que la chambre du mont Rushmore reste inaccessible au public à ce jour. C'est peut-être une salle de flipper pour les park rangers ou un truc dans le genre. Achevée entre 2550 et 2490 avant notre ère, la grande pyramide de Gizeh est la dernière survivante des 7 merveilles du monde antique. Construite pour servir de lieu de dernier repos au pharaon Khéops de la 4e dynastie, on estime qu'elle comporte une grande galerie, la chambre du roi et la chambre de la reine. Mais ce n'est pas tout, car une pièce secrète y a récemment été découverte. Surnommé le Grand Vide, cet énorme espace fait près de 30 mètres de long. Son usage principal est encore sujet à débat, mais certains archéologues pensent qu'il a été utilisé comme rampe interne pour aider à ériger cette structure massive. Le château de Cendrillon est l'attraction principale de Disney World à Orlando, en Floride, dans une section du parc appelée Magic Kingdom. Il possède son propre appartement secret, surnommé la suite Cendrillon. À l'origine, cette suite était destinée à accueillir Walt Disney lui-même avec sa petite famille. Il est cependant décédé en 1966 et n'a jamais pu voir le résultat final. Celle-ci a finalement été achevée en 2006 et depuis, elle n'a été ouverte qu'un nombre limité de fois et uniquement pour les visiteurs de marque de la société Disney. La gare de Grand Central n'est pas la seule gare à avoir ses petits secrets. L'Italie a sa propre station Milano Centrale, la seconde plus grande gare du pays. Plus de 320 000 passagers en arpentent les voies chaque jour. Mais la plupart d'entre eux ne prêtent jamais attention à ces portes closes sur le mur latéral de la gare. Elles mènent au pavillon royal, un luxueux salon conçu comme salle d'attente pour la famille royale. Le pavillon comprend 2 grands halls s'étendant sur 2 étages avec des meubles de luxe, du marbre stylisé et le tout agrémenté de sculptures. Même la Statue de la Liberté a son compartiment secret. Essaie de deviner où il se trouve. C'est dans la torche de la statue. Malheureusement, elle n'est plus accessible au public depuis qu'elle a été interdite d'accès en 1916. Une caméra y a été placée en 2011 pour permettre aux gens de profiter en direct de cette vue panoramique. Une statue de Léonard de Vinci située à l'aéroport international de Rome Fiumicino a été dévoilée pour la première fois en 1960. Elle a récemment fait l'objet d'une rénovation. L'un des ouvriers a cependant fait une découverte mystérieuse pendant les travaux. Un petit trou, quelque part au milieu de la statue, à environ 9 mètres de hauteur. Après l'avoir soigneusement ouvert, 2 parchemins ont été trouvés à l'intérieur. Écrit en latin classique, le premier document racontait l'histoire de la région qui abrite aujourd'hui l'aéroport. L'autre contenait une liste des personnes qui avaient assisté à l'inauguration de la statue. La Cour suprême des États-Unis, à Washington D.C., possède une installation sportive secrète où les greffiers, les policiers hors service et d'autres fonctionnaires de la Cour suprême peuvent s'adonner au basket. Ce court de basket, situé au dernier étage du bâtiment, est judicieusement surnommé la plus haute cour du pays. Excuse-moi, j'adore dribbler. Le Club 33 de Disneyland est situé dans la section de New Orleans Square du célèbre parc à thème à Anaheim, en Californie. Ce club exclusif ne compte que 500 membres et il a été inauguré en 1967. Il avait pour but de divertir les célébrités, les politiciens et les sponsors éventuels. Et les décorations ont été offertes par les époux Disney eux-mêmes. Les services proposés ici ont un prix exorbitant. Les membres doivent s'acquitter de 25 000 $, ne serait-ce que pour adhérer au club, et par la suite, une cotisation annuelle de 12 à 25 000 $. L'entrée du club était déjà facile à louper, puisqu'elle ne consistait qu'en une banale porte, ornée d'une plaque dorée portant le numéro 33. Mais suite à un relooking du club en 2014, l'entrée a été déplacée dans un endroit encore plus secret. Néanmoins, les gens peuvent toujours voir l'ancienne à sa place d'origine. Les bibliothèques publiques de la ville de New York ont aussi leurs appartements secrets. Les employés et leurs familles pouvaient profiter de ces pièces cachées qui sont placées au-dessus de nombreux établissements. La plupart d'entre elles ne sont plus que des débarras ou des pièces vides de nos jours.
Le 10 avril 1912, le RMS Titanic a appareillé depuis l'Angleterre. Mais ce n'était pas le lancement d'un navire ordinaire. À l'époque, le Titanic était le plus grand paquebot jamais construit. Il mesurait 269 mètres de long, soit presque la taille de 3 terrains de football. Et de la coque au sommet des cheminées, il avait une hauteur impressionnante de 53 mètres, soit la taille d'un immeuble de 17 étages. Considéré comme insubmersible, il a fallu près de 3 ans à 3000 ouvriers pour le construire. Mais à peine 4 jours après son tout premier voyage, à 23h40, le navire est entré en collision latérale avec un iceberg et a disparu sous la surface de l'océan Atlantique. Il n'a fallu que 2 heures et 40 minutes au géant pour couler. Et sur les plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord, seuls 706 ont survécu. L'épave resterait perdue pendant encore 73 ans, cachant ses nombreux secrets dans les eaux glaciales de l'Antarctique. Et s'il n'y avait pas eu un homme dont la vie entière a été consacrée à l'exploration de la mer, le navire géant aurait pu rester perdu beaucoup plus longtemps. Cet homme était Robert Ballard. Enfant, il était déjà obsédé par l'océan. Cette fascination a commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors qu'il a regardé une adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ce film avait tout pour stimuler l'imagination d'un adolescent, avec de l'aventure, des créatures étranges et un puissant véhicule sous-marin appelé le Nautilus. Il pouvait voyager partout dans le monde. À partir de ce moment, la vie sur la terre ferme n'intéressait plus Ballard. À 23 ans, il a été affecté à l'unité de submersion profonde où il a aidé à développer des techniques pour fouiller le fond de l'océan. Sa plus grande réalisation aura été la création d'Alvin, un petit sous-marin facile à manœuvrer qui pouvait transporter 3 personnes. Il était également doté d'un bras mécanique externe conçu pour recueillir des échantillons sous-marins pendant que l'équipage restait en sécurité et au sec à l'intérieur. Le sous-marin Alvin s'est rapidement révélé utile pour exécuter diverses tâches. Par exemple, il a un jour été utilisé pour retrouver un avion qui s'était écrasé en mer. Mais l'embarcation a connu une série de revers. Une nuit, elle a été attaquée par un espadon, ce qui l'a forcé à devoir refaire surface rapidement. L'espadon, coincé dans la couche extérieure du sous-marin, a fait office de dîner cette nuit-là. Et en octobre 1968, le sous-marin était en train d'être abaissé lorsque les câbles qui le retenaient ont lâché, le laissant tomber dans l'eau avec 3 membres d'équipage à bord. Et comme le petit navire était encore ouvert, il s'est immédiatement rempli d'eau et a rapidement commencé à couler. Heureusement, l'équipage a réussi à s'échapper, mais Alvin a bel et bien disparu. Le mauvais temps a entravé les multiples tentatives de récupération de l'appareil. Ce n'est que l'année suivante qu'il a finalement été repêché. Avec le temps, Alvin a été amélioré. Sa coque a été renforcée par du titane, lui donnant un indice de profondeur plus élevé, ce qui l'a rendu encore plus apte à l'exploration des océans. Le sous-marin spécialisé s'est avéré utile dans de nombreuses expéditions menées par Ballard, qui en compte plus de 100. L'homme a été un des premiers à explorer une chaîne de montagnes sous-marines appelée la dorsale médio-atlantique, au milieu de l'océan du même nom. Et quand il a trouvé des évents thermiques dans le rift des Galapagos à la fin des années 70, il a aussi aidé à découvrir et à documenter le processus de chimiosynthèse, qui est une synthèse chimique complexe de l'énergie alimentaire par les bactéries. Mais sa plus grande découverte était encore à venir. Ballard a affirmé qu'il n'avait jamais été un fanatique du Titanic. Mais il a fini par être obsédé par la recherche du navire, après avoir vu d'autres explorateurs essayer et échouer. Comme il l'a dit par après, le Titanic était clairement le 2e mont Everest de l'époque. Beaucoup d'autres avaient essayé. Beaucoup qui, selon moi, auraient réussi ou auraient dû réussir, mais ne l'ont pas fait. Ballard a commencé à envisager de retrouver le navire dès 1973, et 4 ans plus tard, il a concrétisé cette tentative. Il a utilisé le navire de sauvetage en eau profonde Sea Probe, qui était un navire de forage équipé de caméras et d'un sonar. Mais il a été obligé d'abandonner lorsque le tuyau de forage s'est rompu. Ce n'était tout simplement pas son heure. Au début des années 80, un magnat du pétrole texan, nommé Jack Grimm, a essayé de retrouver l'épave à 3 occasions différentes. Une fois, Grimm était juste au-dessus du Titanic, mais son équipement n'a pas réussi à le détecter. Pas de chance.
Ballard attendait son heure. Il avait besoin d'un plan et d'aide. Le premier problème était de descendre au fond de l'Atlantique. La plus grande descente qu'il avait effectuée auparavant était de 6000 mètres, et cette descente lui avait pris 3 heures, sans compter la remontée. Ballard savait qu'il pouvait compter sur Alvin, déjà amélioré avec une coque en titane, pour résister à la pression de l'océan. Mais il avait aussi besoin de quelque chose qui ne l'oblige pas à descendre avec lui. Un sous-marin télécommandé sans pilote aurait été idéal. Mais d'abord, il devait en créer un. Il s'est adressé aux autorités, espérant qu'elles fourniraient un financement pour son projet. Et bien que le gouvernement d'alors n'ait guère été emballé par le Titanic, ils étaient prêts à l'aider. Mais ils ont posé une condition. Ballard devait d'abord se concentrer sur la recherche de 2 sous-marins, le Thresher et le Scorpion, qui avaient coulé au fond de l'océan Atlantique dans les années 60. Les autorités espéraient les étudier pour découvrir pourquoi elles avaient coulé en premier lieu. Elles voulaient aussi savoir s'il était possible de les récupérer ou s'il était plus prudent de les laisser au fond de l'océan. Ce n'est que lorsqu'il aurait accompli cette tâche qu'il serait libre d'utiliser le temps restant sur son contrat pour trouver le Titanic. N'ayant aucune option de financement, Ballard a accepté l'offre. Il s'est mis au travail. Tout d'abord, il a créé 2 nouveaux appareils. Argo était un traîneau sous-marin à caméra vidéo, non piloté et remorqué en profondeur. Il était conçu pour prendre des photos et enregistrer des vidéos à partir d'une série de caméras embarquées. Il pouvait opérer à des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres et explorer près de 98% du fond de l'océan. Argo était censé être attaché à un bateau. Lorsque le bateau se déplacerait, Argo serait tiré derrière, glissant juste au-dessus du fond de l'océan. La caméra transmettrait ensuite des images à la surface. Le deuxième appareil était un petit véhicule robotisé appelé Jason Jr. Il était aussi contrôlé à distance, ce qui permettait à l'équipage, à l'intérieur d'un submersible comme Alvin, de s'approcher et de photographier les objets sous-marins. Ballard était maintenant paré. Il savait qu'il devait trouver ses sous-marins rapidement. Et cela ne lui prit pas longtemps. À son grand soulagement, la recherche a été relativement simple. Et il a pu remplir ses obligations avec 12 jours d'avance. Avec presque 2 semaines à consacrer à la recherche du Titanic, il est parti explorer l'océan. Il a concentré ses recherches près de Terre-Neuve, au Canada, en tirant Argo le long du fond de l'océan et en examinant les images recueillies. Et après quelques journées infructueuses, ils ont fini par trouver des plaques de coque rivetées et une chaudière. Est-ce que ça pouvait être ça ? Le jour suivant, la grande proue d'un navire a été révélée. Le 1er septembre 1985, Ballard et ses compagnons d'équipage ont réalisé qu'ils avaient enfin trouvé le navire tristement célèbre. La découverte a suscité un mélange d'émotions. Ballard était excité d'être le premier à trouver la dernière demeure du Titanic. Mais il était aussi submergé par le sentiment de chagrin pour ceux qui avaient souffert lorsque le navire avait sombré. Pendant les 4 jours suivants, l'équipage a exploré l'épave. Ils ont trouvé la vigie, d'où l'iceberg avait été repéré pour la première fois. De plus, il y avait enfin des preuves de la façon dont l'énorme navire s'était fendu en 2 avant de couler, avec les 2 moitiés du navire retrouvées. Il y avait des meubles et de la vaisselle, et malheureusement, plusieurs chaussures en cuir de ceux qui n'avaient pas réussi à se mettre en sécurité étaient éparpillées au fond de l'océan. Ballard a réussi là où d'autres avaient échoué, et est rapidement devenu une célébrité mondiale. On pourrait penser que localiser le Titanic serait suffisant pour un seul homme, mais pas pour Ballard. En 2019, il a relevé le défi de résoudre un autre mystère, la disparition d'Amelia Earhart. Elle avait tenté d'être la première femme à faire le tour du monde en avion. Malheureusement, elle a disparu quelque part au-dessus de l'océan Pacifique en 1937. Elle et son aéronef n'ont jamais été retrouvés. Ballard espérait que sa chance l'aiderait à trouver l'endroit où Earhart s'était écrasé. Mais son expédition n'a rien donné. Et bien que Robert Ballard ait découvert plus d'épaves que quiconque, ce n'est là, pour ainsi dire, que la partie émergée de l'iceberg. On estime qu'il y a plus de 3 millions d'épaves dans l'océan, et Ballard n'en a localisé qu'une centaine. Aujourd'hui, âgé de presque 80 ans, l'homme souhaite encourager les jeunes à poursuivre son travail d'exploration des océans et de leurs nombreux mystères. En 1989, il a lancé le projet Jason Learning pour inciter les élèves des écoles primaires à s'intéresser aux sciences, à la technologie,
à l'ingénierie et aux mathématiques. Il possède également son propre navire de recherche, appelé EV Nautilus, d'après le nom du sous-marin dans le roman de Jules Verne. Un hommage approprié à l'histoire qui aura inspiré sa carrière. Sérieusement, comment un grain de pollen pourrait-il changer le monde ? Eh bien, il l'a fait. En 1827, Robert Brown, l'un des plus illustres botanistes d'Angleterre, avant même Charles Darwin, étudiait la pollinisation des plantes lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange sous son microscope. Un grain de pollen se trémoussait dans une goutte d'eau. Brown a observé avec attention et pendant un long moment le grain de pollen à travers son microscope. Et ce dernier n'a jamais cessé de gigoter. Il n'arrêtait pas de trembler et de s'agiter. Il ne suivait pas vraiment de schéma géométrique. Juste des secousses aléatoires et continues en zigzag. Robert Brown n'arrivait pas à en comprendre la raison. C'est pourquoi il a expérimenté pour tenter de trouver une explication. Il a essayé de changer la température de la gouttelette dans laquelle le grain de pollen était suspendu. En la refroidissant, le grain de pollen gigotait moins. En la chauffant, il gigotait davantage. Brown a écrit un article à ce sujet et aucun des scientifiques qui ont lu son article n'a été capable d'y apporter une réponse. La mystérieuse cause invisible du mouvement brownien défiait l'entendement. La science était perplexe. Une explication a toutefois été proposée. Certains scientifiques ont suggéré que l'énergie de l'eau la faisait bouger. Mais il n'y en avait aucune preuve. Les preuves sont essentielles pour la science, sans quoi tout n'est que science-fiction. Et comme aucune preuve n'a pu être apportée pour expliquer pourquoi le grain de pollen continuait à se trémousser, les scientifiques ont décidé de tout oublier. Le grain de pollen était trop coriace pour eux. Pendant 75 ans, la science a plus ou moins ignoré le problème inexpliqué du grain de pollen qui gigote en zigzag. Jusqu'à ce qu'Albert Einstein y porte une attention particulière. Il doit y avoir une explication pour que ces graines de pollen effectuent cette danse bizarre. Je vais mettre un verre d'eau sur mon bureau, ajouter quelques grains de pollen de cette fleur et voir si je peux comprendre ce qui se passe. Les phénomènes invisibles peuvent être fondamentaux, la gravité, le magnétisme et j'en passe. Et si c'était une énergie invisible dont nous, les physiciens, n'avions jamais entendu parler? Plus c'est simple, mieux c'est, comme je dis toujours. Peut-être que le grain de pollen ne danse pas. Peut-être qu'il est poussé et bousculé par quelque chose de trop petit pour être vu, même dans un microscope. Réfléchissons. Pour mettre au point une formule physique, je dois d'abord décider ce que je veux résoudre. Si je peux prédire la distance sur laquelle le grain de pollen va se déplacer, je peux calculer les forces invisibles qui le poussent. Mais comme le mouvement est aléatoire, ma prédiction doit être relative à toutes les conditions. Tout est relatif. Ah ah! Je commence à voir une formule apparaître sur mon écran de visualisation. Bon, il n'avait pas encore d'écran de visualisation, mais ça viendra. Où est mon crayon? Voici ce que j'ai imaginé. N'est-ce pas magnifique? Faisant usage de son esprit génial pour combiner une grande variété de formules de physique, Einstein a montré qu'une particule qui se déplaçait de manière aléatoire lorsqu'elle était suspendue dans l'eau, le grain de pollen, obéissait à des lois statistiques de mouvement dépendant de la viscosité de l'eau, de la distance parcourue par la particule, de la masse et de la taille du grain de pollen, de sa vitesse et de la durée du mouvement. La nouvelle approche statistique d'Einstein de la mécanique des fluides a permis une réduction computationnelle permettant d'obtenir un chiffre pour la masse d'une seule molécule d'eau H2O. Et finalement pour les atomes d'hydrogène et d'oxygène. L'énigme du mouvement brownien était résolue et Einstein a ouvert le XXe siècle au monde de l'atome. Cet insignifiant grain de pollen gigotant a ouvert la voie à la preuve des atomes. Ce grain de pollen méritait un prix Nobel. L'analyse statistique des événements aléatoires est devenue un outil essentiel dans diverses applications scientifiques. Grâce à la compréhension du mouvement brownien, les fluctuations aléatoires, la science peut enfin s'emparer de manière quantitative des phénomènes météorologiques, de la théorie des jeux, du flux de circulation, des fluctuations boursières et même du fonctionnement des cellules humaines, pour ne citer que quelques applications de la théorie statistique d'Einstein. Tout cela grâce à un infatigable grain de pollen. Et pourtant, il y avait encore une autre bizarrerie que la science avait choisi d'ignorer et qui a attiré l'attention d'Einstein. La planète Mercure avait en effet un comportement que personne ne pouvait expliquer.
Plus de 200 ans avant l'aube du XXe siècle, Sir Isaac Newton a publié sa loi universelle de la gravité. On pouvait aussi bien la qualifier de théorie de la gravité de Newton et non de loi, car Einstein allait supplanter la gravité newtonienne avec sa nouvelle théorie de la gravité dès qu'il aurait élucidé le mystère de la particularité orbitale de la planète Mercure. Newton a révélé la formule de l'attraction gravitationnelle entre deux masses. Avec son explication mathématique de la gravité, la science savait maintenant pourquoi les planètes orbitaient autour du Soleil. En revanche, avant Newton, la science savait seulement que les planètes orbitaient autour du Soleil mais ne savait pas pourquoi. Après Newton, les astronomes se sont joyeusement lancés dans le recalcul des orbites des planètes, connues selon cette nouvelle théorie de la gravitation, et ont vérifié leurs calculs par rapport aux observations minutieuses des planètes avec leurs télescopes. Sauf que la planète Mercure n'était pas très coopérative, comme nous allons l'expliquer après une brève digression. Mercure n'obéissait pas précisément à la formule mathématique de Newton. Dans les premières années après Newton, soit après 1750, il n'y avait que 6 planètes connues. Les planètes visibles que sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Aucune autre planète ou astéroïde n'avait encore été découvert par télescope à cette époque. Et puis quelque chose de très inhabituel s'est produit, pour lequel la science n'a toujours pas d'explication. À la fin des années 1760 et au début des années 1770, 2 astronomes allemands ont publié une simple série de chiffres qui situaient les trajectoires orbitales de toutes les planètes connues et aussi de certaines inconnues. Johann Daniel Titius et Johann Elert Bode ont publié cette suite mathématique. Ajoute le chiffre 4 à chacun des nombres suivants dans la suite progressive. 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, puis divise chaque somme par 10. Et voilà, tu obtiens les trajectoires orbitaires des planètes du système solaire en unités astronomiques, sachant qu'une unité astronomique correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Il s'agit d'une approximation utile et d'une norme de mesure pratique. La Terre est la 3e planète, donc il faut prendre le 3e nombre de la série, 6, ajouter 4 et diviser la somme par 10. On obtient bien une unité astronomique appelée UA. Essayons avec Jupiter qui correspond au nombre 48 de la série Titius-Bode. 48 plus 4 égale 52 divisé par 10 égale 5,2 unités astronomiques. C'est exactement là que se trouve la trajectoire orbitale de Jupiter par rapport au Soleil. Cela fonctionne-t-il aussi pour Saturne ? Essayons. 96 plus 4 égale 100 divisé par 10 égale 10 UA du Soleil, soit 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. C'est effectivement là que Saturne est en orbite. La loi de Titius-Bode fonctionne. Le modèle est correct. Les astronomes ont rapidement remarqué un chiffre entre Mars et Jupiter et un après Saturne. La série Titius-Bode a inspiré la recherche et la découverte de la planète Uranus par William Herschel en 1781, ainsi que la découverte du premier astéroïde Cérès en 1801 par Giuseppe Piazzi. La suite numérique progressive est étrangement précise. La loi de Titius-Bode est utilisée aujourd'hui pour prédire l'emplacement des lunes de Saturne, du système lunaire d'Uranus et même pour indiquer l'emplacement des exoplanètes autour d'autres étoiles. Même si personne ne sait pourquoi elle fonctionne. Cela semble être un bon mystère à résoudre pour le prochain Einstein, n'est-ce pas ? Mais nous nous égarons. Que se passe-t-il donc avec Mercure ? Mercure faisait quelque chose qui ne correspondait pas à la gravité newtonienne. Le point de périhélie de l'orbite de Mercure, c'est-à-dire l'endroit où la planète est la plus proche du Soleil, avançait un peu chaque année. C'était perceptible, mais non pris en compte par la formule de gravitation de Newton. À moins qu'il n'y ait une autre planète dans le système solaire interne qui affecte l'orbite de Mercure. La recherche d'une planète à l'intérieur de l'orbite de Mercure a commencé. Les calculs de son orbite potentielle ont été diffusés dans le monde entier. Et un nom a même été choisi. Vulcain. Les télescopes du monde entier ont fouillé le ciel au crépuscule et à l'aube, à la recherche de Vulcain près du Soleil. Mais aucune planète à l'intérieur de l'orbite de Mercure n'a jamais été trouvée. Vulcain n'existait pas. La science était à nouveau coincée. Le déplacement vers l'avant anormal du point de périhélie de l'orbite de Mercure est resté un mystère sans explication pendant plus de 50 ans, jusqu'au jour où Einstein prenait un café en terrasse avec son collègue de travail à l'Office des brevets de Berne, en Suisse. Michel Bessot avait été un camarade de classe d'Einstein et deviendrait son ami de toujours. Je n'aime pas les équations non résolues. Moi non plus, Albert. Le déplacement du point de périhélie de Mercure n'est pas résolu. Passe-moi le sucre, s'il te plaît. En tout cas, ce n'est pas Vulcain.
Non, ce n'est pas Vulcain, mais qu'est-ce que c'est? Albert, tu continues à essayer de résoudre tous les problèmes avec la physique. Pourquoi n'adoptes-tu pas une approche d'ingénierie? Comment ça? Si tu considères le système solaire comme une construction physique, il pourrait y avoir une réponse. Ok, Michel, je t'écoute. Si je fais glisser mon doigt autour du rebord de ma tasse à café vide, le tracé est circulaire. Mais si je mets cette serviette dans la tasse et forme un cône comme ceci, alors une orbite elliptique à l'intérieur du cône aura tendance à se déplacer vers l'avant. Sapristi, l'espace n'est pas plat. Garçon, apportez à Michel un autre café. Tu vas devoir faire un tas de nouveaux calculs, Albert. Oui, il faut que j'y aille. Garçon, le café sera pour une autre fois. À plus tard, Michel. D'accord, Albert, bonne chance. Lorsque Einstein a publié sa théorie spéciale de la relativité en 1905, il a crédité Michel Bessot pour sa contribution inestimable. Tout récemment, les lettres que Michel Bessot et Einstein ont échangées dans les années précédant la publication par Einstein de sa théorie générale de la relativité en 1915 ont été vendues aux enchères pour 13 millions de dollars. Tu devrais peut-être garder les textos de ton meilleur ami, on ne sait jamais. Il pourrait valoir une fortune un jour. Bonjour courageux visiteurs et bienvenue à l'exposition de l'étrange. Attention, cette expérience va te donner froid dans le dos. Même Sabrina la sorcière aurait du mal à gérer ses émotions devant ces photos. Maintenant, si tu te sens prêt à emprunter le tunnel des bizarreries, allons-y. La première photo nous ramène à Belfast des années 1900. Elle montre 15 femmes qui travaillaient dans une fabrique de lin. Si tu calcules combien de mains ont 15 personnes, ça doit faire 30, n'est-ce pas? Mais regarde bien la photo, et tu verras qu'il y a une main supplémentaire qui n'appartient à aucune des femmes présentes. Toutes les femmes se tiennent en rang, les bras croisés sur la poitrine et les mains repliées sous les bras. Il n'y a qu'une seule exception à cela, et c'est la femme de la deuxième rangée, qui a une main sur la hanche et l'autre sur le côté. La mystérieuse main en forme de griffe n'est ni la sienne, ni celle d'une autre femme proche d'elle. Elle est en fait posée sur l'épaule d'une femme de l'autre côté de la même rangée, et il n'y a personne d'autre à qui la main pourrait appartenir. Même si elle a un siècle, la photo est apparue pour la première fois sur Internet le 29 avril 2016. Elle a été envoyée à un site web par une femme nommée Linda, qui avait identifié la femme avec la main sur l'épaule comme étant sa grand-mère, Helen Donnelly. Mais elle n'a jamais précisé à qui appartenait la main. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que la photo ait été modifiée numériquement. Alors, d'où vient cette main orpheline? Photoshop n'existait pas à l'époque, mais cela ne signifie pas que les photographes n'avaient pas les compétences nécessaires pour modifier leurs photos. Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter une main supplémentaire à une photo, il était sûrement possible de supprimer tout objet ou personne indésirable en les découpant simplement avec des ciseaux. Les photographes dessinaient ensuite au crayon ou au fusain ce qu'ils voulaient voir apparaître sur la photo. Ils pouvaient aussi combiner plusieurs négatifs pour créer une seule image. Il y a une autre réponse à la question de savoir d'où pourrait provenir cette main. Même si la photographie instantanée existait déjà dans les années 1900, certains photographes utilisaient encore la technique de l'exposition longue pour capturer le moment. Il est donc possible que pendant la prise de la photo, la femme à l'arrière ait d'abord placé ses mains sur Hélène, puis ait décidé de croiser les bras, ce qui fait que cette photo terrifiante est le résultat d'une longue exposition de l'appareil photo. Tu peux donc te rassurer en te disant que ce n'est pas la chose, la main de la famille Adams, qui a fait un photobombing. Sur notre deuxième photo, tu verras une jeune femme qui tient une apparition lumineuse entre ses mains. Cela pourrait presque faire croire que la magie existe. Désolé de te décevoir, mais il ne s'agit pas d'une sorte de Harry Potter. La femme sur la photo s'appelle Marthe Béraud, née en France et qui a plus tard changé son nom en Eva Carrière. Elle a vécu entre 1886 et 1943 et c'était une fausse médium. Elle prétendait avoir des capacités psychiques lui permettant de communiquer avec des gens de l'au-delà et de faire en sorte que leurs esprits se matérialisent pendant ses séances de spiritisme. À l'époque, ces imposteurs suivaient une procédure standard pendant leurs séances. Ils entraient dans un placard installé dans la pièce pour faire semblant de se concentrer. Puis, ils utilisaient leur pouvoir à plein régime pour générer de l'ectoplasme. Lorsqu'il n'est pas utilisé dans le contexte de la biologie cellulaire, l'ectoplasme est un terme faisant référence à une substance imaginaire qui sortirait du corps du médium. Il pourrait alors prendre la forme d'un visage, d'une main ou même du corps entier de la personne que l'on rappelle à la vie.
Eva Carrière était l'une de ces médiums malhonnêtes qui utilisaient du papier mâché et des visages découpés dans des magazines et des journaux pour fabriquer du faux ectoplasme. Cette photo d'elle, prise en 1912 par le chercheur en parapsychologie allemand Albert von Schrenck-Nossing, la montre en action pendant l'une de ses séances de spiritisme. Mais connaître toute l'histoire ne change rien au fait que cette photo peut te faire dresser les cheveux sur la tête. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle ait pu convaincre de grands noms comme Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de la série policière Sherlock Holmes, que c'était bien réel. Mais tu seras sans doute heureux d'apprendre qu'elle n'a pas pu tromper l'illusionniste et artiste de l'évasion Harry Houdini, qui, contrairement à Sir Arthur Conan Doyle, pensait que ses performances n'étaient rien d'autre que des tours de passe-passe. Ces chouettes sur notre troisième photo ne sont pas des chouettes de Poudlard qui t'apportent ta lettre d'admission. Cette photo a été prise dans les années 1920 devant la Manchester Grammar School qui a été fondée en 1515 par un homme appelé Hugh Oldham. Et c'est à cause de lui que ces gens portent des costumes bizarres de chouettes tandis qu'ils défilent. Hugh Oldham est né à Manchester. Il n'était pas un érudit, bien qu'il ait fréquenté les universités d'Oxford et de Cambridge. Les frais de scolarité étaient moins chers à l'époque. Cependant, il était au service de la royauté et grâce à ses compétences administratives, il a été gratifié de titres importants. C'est ce qui l'a aidé à atteindre des postes élevés et à devenir une figure puissante et influente. Et grâce à ces nouvelles fonctions, il a pu amasser une grande richesse qu'il a ensuite utilisée pour financer l'école. La devise de l'école d'Oldham, qui est inscrite sur son blason, est la phrase latine « sapere aude », qui peut se traduire par « ose être sage ». Aujourd'hui encore, l'école a toujours cette devise. Pourtant, la chouette ne symbolise pas la sagesse comme on pourrait le penser. La chouette, sur le blason de la Manchester Grammar School, porte une bannière sur laquelle figure le mot « dom ». Si on le lit comme un rébus, on obtient « Old Dom », qui est en fait une référence à Hugh Oldham. Lorsque tu regardes l'écusson de la ville d'Oldham, tu verras qu'il est très similaire à celui de l'école. Ce choix a été fait pour refléter la prononciation d'Oldham dans l'accent local qui se rapproche davantage de Oldham. Par conséquent, c'est pour rendre hommage à leur père fondateur que le symbole de l'école et de la ville est la chouette. Donc, sois rassuré, il ne se passe rien de sinistre ni d'effrayant sur cette photo. Que dirais-tu de quelque chose de plus léger après tous ces trucs ésotériques ? La quatrième photo représente un enfant innocent dont les yeux crient « Aide-moi ». Mais ne t'inquiète pas, celui qui le tient n'est pas le croque-mitaine. La chose sur laquelle il semble être assis est en fait sa mère. C'est ce qu'on appelle la photographie de la mère cachée, et c'était en fait très courant à l'époque victorienne. Dans les années 1840, la seule façon pour les gens de se faire photographier était d'utiliser un appareil photo daguerréotype qui était le premier appareil développé pour un usage commercial. Ces appareils avaient des temps d'exposition allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes. Il fallait donc rester parfaitement immobile pendant tout ce temps pour obtenir une photo nette. Mais comme tu peux l'imaginer, il n'est pas facile pour un enfant de rester immobile pendant une si longue période. Et tu ne peux pas non plus dire « prends la pause » à un bébé. C'est donc la raison pour laquelle la technique de la mère cachée est née. Les enfants étaient photographiés en présence de leur mère, mais cette dernière devait être cachée dans le cadre. Pour y parvenir, elle se tenait souvent derrière des rideaux, sous un manteau ou une couverture, ou faisait office de chaise. Parfois, les photographes retiraient aussi les parties des photos où la mère était visible. Déjà à l'époque, les mères devaient se plier en quatre pour leurs enfants. Certaines des photos se sont avérées plutôt réussies, mais d'autres ont fini par avoir un aspect cauchemardesque. Cette pratique a continué à être utilisée jusque dans les années 1920. Mais comme les appareils photos sont devenus plus rapides, les mères n'avaient plus besoin de se cacher. Du moins, jusqu'à ce que le photobombing devienne à la mode. La légende raconte qu'un nain nommé Fafnir était célèbre pour sa force et son courage. Il était le fils d'un célèbre roi nain. En raison de ses qualités, il a été chargé de protéger le royaume. Les nains étaient connus pour amasser beaucoup de richesses, si bien qu'assurer leur sécurité était indispensable. Ils vivaient dans des maisons faites d'or et de pierres précieuses. Mais Fafnir avait aussi un autre talent particulier. Il était capable de se métamorphoser. Trompé par Loki, l'esprit nordique de la malice, Fafnir a été pris par sa cupidité et l'éclat du trésor de son père. Il a décidé qu'il ne voulait rien partager.
pas même avec son père ou ses frères. Il a volé le trésor et s'est enfui tout seul dans un endroit où il serait difficile de le trouver, au milieu du désert. Pour protéger sa richesse, Fafnir s'est transformé en un dragon. Il ressemblait à un énorme serpent, puissant et effrayant. Mais ses pouvoirs ne s'arrêtaient pas là. Comme le dragon ne pouvait pas voler, il a répandu du poison tout autour de sa nouvelle demeure, de sorte que personne n'ait une chance de survivre s'il voulait lui prendre son or. Mais Fafnir a fini par être vaincu par un jeune héros nommé Sigurd. La légende de Fafnir tente d'expliquer que la famille est plus importante que la cupidité. Elle montre aussi les nombreux pouvoirs magiques que possèdent les dragons. Mais le plus intéressant est que c'est un bon exemple de la façon dont les dragons sont apparus dans nos contes. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires mentionnant des dragons. Il suffit d'allumer la télévision ou de jeter un coup d'œil dans n'importe quelle librairie et tu tomberas sûrement sur des dragons quelque part. Des variations de créatures ressemblant à des dragons ont été décrites dans des histoires du monde entier, de l'Asie à l'Europe du Nord. La plupart de ces créatures sont représentées avec des corps, des ailes et des griffes semblables à ceux des reptiles. Et la caractéristique la plus effrayante de toutes, c'est qu'elles peuvent cracher du feu. Le nom de ces créatures vient du mot latin draconem, qui se traduit par « énorme serpent ». Mais faisons un voyage dans le passé pour comprendre comment tout a commencé. Un historien asiatique, par exemple, a découvert des fossiles au IVe siècle avant Jésus-Christ et a décidé qu'il était tombé sur des dragons. En voyant un stégosaure fossilisé, il est facile de comprendre pourquoi il était si confus. Il mesurait 9 mètres de long, 4 mètres de haut, et son corps était recouvert de plaques blindées et de pointes. Le crocodile du Nil aurait aussi pu être pris pour un dragon. Il existe encore aujourd'hui et vit en Afrique subsaharienne. Mais il était peut-être plus populaire dans les temps anciens. Lorsqu'ils atteignent la maturité, les crocodiles du Nil peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent marcher avec leur corps décollé du sol. Et certains ont même été photographiés debout sur leurs 2 pattes arrière. Les goannas sont des lézards ressemblant à des dragons qui vivent en Australie. Aussi grands qu'ils soient, ils ont aussi des dents et des griffes acérées comme des rasoirs, et sont même connus pour produire du venin. Il est facile de comprendre pourquoi les goannas peuvent être la source de la version australienne des dragons. Lorsque les humains ont découvert pour la première fois des os de baleine, ils n'avaient aucune idée que ces animaux vivaient dans la mer. Vu leur taille, ils ont sûrement dû penser qu'ils étaient dangereux. Et comme on voit rarement des baleines, si on ne va pas sous l'eau, elles étaient mal comprises et facilement confondues avec des dragons aussi. La source la plus intéressante de la mythologie des dragons est probablement le cerveau humain. Dans un livre intitulé « Un instinct pour les dragons », une théorie affirme que les dragons existent dans presque toutes les cultures anciennes, parce que nous avons évolué pour craindre les grands prédateurs afin de survivre. Nous ne sommes pas les seuls mammifères à faire cela. Les singes ont une peur innée des serpents et des grands chats, par exemple. Quand on combine ces traits naturels avec le folklore, on obtient partout de nombreuses histoires de dragons, adaptées à chaque région. Les bêtes reptiliennes dotées de pouvoirs magiques remontent aussi loin que les origines de la civilisation humaine elle-même. On parle même de l'ancienne Mésopotamie. À l'époque, les humains croyaient en toutes sortes de créatures. Mais leur esprit principal était Marduk, le patron de la ville de Babylone. Si on regarde à travers les œuvres d'art de l'époque, Marduk était représenté avec un dragon en forme de serpent à ses côtés. Il pouvait soit être gentil, soit vengeur, selon l'humeur. Maintenant, si tu veux t'inscrire pour devenir un dragon, la première chose qu'on te demandera lors de l'entretien est de savoir si tu peux cracher du feu, bien sûr. Les scientifiques ont donc essayé de trouver des moyens qui pourraient rendre réel le fait que les dragons puissent cracher du feu sans endommager leur gorge. Ils ont notamment examiné le scarabée bombardier. Cet insecte peut emballer des substances très chaudes dans son ventre. Dès que la créature est dérangée par quelque chose, elle expulse une charge ardente de produits chimiques. Ce n'est pas vraiment du feu, mais ça brûle, donc c'est assez proche. Pour en revenir aux dragons, ils devraient avoir des glandes similaires dans leur gorge pour produire le même effet. Mais d'où viennent les dragons ? Ils ne sont pas apparus de nulle part, quelle que soit la source que tu consultes. Certains contes, comme celui de Fafnir, disent que même les humains peuvent se transformer en dragons.
Mais la théorie la plus populaire est que les dragons naissent sous forme d'œufs. Certaines sources ébauchent même une série d'étapes qu'un dragon doit franchir au cours de sa vie. Tout commence par l'éclosion. On dit que les dragons mangent leurs coquilles pour en sortir et brisent les parois de l'œuf. Puis, il y a le stade dragonnet. C'est ainsi que les spécialistes des dragons appellent un dragon nouvellement éclos. Il est encore petit et faible. Mais ne t'inquiète pas, il peut très bien s'occuper de lui-même. Le reste des étapes de la vie d'un dragon est assez explicite. Il y a les dragons adultes, puis les dragons anciens. La vie d'un dragon se termine lorsqu'il atteint le stade du crépuscule. Certaines sources affirment que les dragons ne cessent jamais de grandir. D'autres disent même qu'ils n'arrivent jamais à la fin de leur vie. Ils passent simplement à un autre type d'existence spirituelle. Les dragons sont connus pour être le symbole de beaucoup de choses différentes, mais tout dépend de leur origine. Dans certaines régions d'Asie, ils sont connus pour apporter chance, pouvoir et richesse. Pour devenir un puissant guerrier en Grande-Bretagne, il faut d'abord vaincre un dragon. C'est pourquoi on en voit souvent sur le drapeau. Le drapeau du Pays de Galles, par exemple, a un grand dragon rouge sur un fond vert et blanc. Les histoires occidentales ne sont pas aussi tendres avec les dragons, qui sont souvent vus comme maléfiques et vengeurs. Un autre mythe associé aux dragons est qu'ils adorent l'or et les pierres précieuses. Ce côté cupide de leur tempérament semble remonter à la Grèce antique, où les dragons étaient chargés de garder les trésors. Certains de ces dragons gardiens ont été vus dans les contes comme le Hobbit et dans la saga Harry Potter. Quant aux capacités magiques des dragons, elles varient aussi beaucoup. On dit que certains ont du sang aux propriétés surnaturelles, que certains sont capables de parler, que d'autres sont célèbres pour leur sagesse. De nombreux dragons de la littérature ancienne pourraient voler ou se métamorphoser, même en humains. Certaines créatures de la vie réelle ont obtenu leur nom grâce à leur ressemblance avec les dragons, comme la libellule, autrement appelée mouche-dragon, qui compte plus de 5000 sous-espèces connues. Elle tire son nom des contes folkloriques car les Européens du Moyen-Âge la considéraient comme un insecte maléfique. Les libellules étaient accusées de faire des choses cruelles comme mordre les yeux et la bouche des gens. Mais la créature qui ressemble le plus au dragon mythique est un reptile appelé le dragon volant. On en voit dans les zones boisées d'Asie du Sud-Est. Ils n'ont pas vraiment d'ailes en soi, mais certaines parties de leur côte sont allongées pour supporter une peau supplémentaire qui leur permet de bondir dans les airs entre les arbres. Ces ailes sont également de couleur vive et contrastent avec leur corps brun. À Pense-y. Il est possible de boire une tasse de café pratiquement partout dans le monde. Mais comment diable le café est-il devenu si populaire parmi les mammifères humains? Et que faut-il pour que celui-ci passe d'un grain à la délicieuse boisson Java que l'on trouve dans nos tasses? Voici Carla. Elle vient d'une famille brésilienne qui possède l'une des exploitations de café les plus prospères au monde. Elle va nous faire visiter la ferme et nous faire découvrir les coulisses de la production de café. Au fait, sais-tu au moins ce qu'est le café? Le café est un fruit. Il pousse dans des arbustes de taille moyenne appelés coffea, comme ceux que l'on peut voir un peu partout ici. Le fruit lui-même est appelé cerise parce qu'il est de couleur rouge. Carla fait partie de l'équipe qui cueille manuellement les cerises, car elles mûrissent à un rythme différent. Elle se promène avec un grand panier, fait à la main, et cueille jusqu'à 25 kg de cerises par jour. Après avoir cueilli des cerises toute la matinée, elle s'arrête pour manger quelque chose de sucré et apprécier sa première tasse de café de la journée. Carla, comme moi, et probablement toi, fait partie du milliard de personnes dans le monde qui aiment boire du café. Cela signifie que nous partagerons quelque chose en commun, n'est-ce pas agréable? Carla boira son café, assise sur un joli balcon, surplombant les magnifiques montagnes du Minas Gerais, Minas Gerais, l'une des plus grandes régions productrices de café du Brésil. Sa ferme familiale travaille avec des grains d'arabica. Ce sont les grains habituellement vendus dans les cafés spécialisés. Ils sont de qualité supérieure et ont un goût plus riche que la variété robusta. Les haricots arabica se trouvent généralement à une altitude de 1220 mètres.
Pour prospérer, ils ont besoin d'une altitude élevée et d'un climat plus sec. Heureusement, la ferme de Carla possède tout ce dont les grains d'Arabica ont besoin pour produire un café fantastique et délicieux. Les hautes altitudes permettent au café d'avoir un goût plus riche, car l'oxygène est plus rare dans ces régions, et il faut plus de temps au plant de Coffea pour croître et évoluer. En tant qu'amoureuse du café, Carla aime essayer différentes variétés chaque semaine, en s'approvisionnant auprès d'autres producteurs du monde entier. Son garde-manger contient du café d'Ouganda, d'Éthiopie, d'Indonésie, du Guatemala et d'autres régions du Brésil. En effet, chaque région produit un café au goût unique. Ah, les méthodes d'infusion influencent également le goût, mais nous ferons la dégustation plus tard. La famille de Carla a commencé à cultiver le café au XXe siècle. Pourquoi cela semble-t-il si lointain? Quoi qu'il en soit, le café est bien plus ancien que cela. Il a été découvert en Éthiopie au XVe siècle, lorsque les Éthiopiens ont commencé à le préparer et qu'ils ont découvert que cette boisson avait des qualités énergisantes. Ils ont commencé à vendre cette denrée aux pays voisins. On ne sait pas qui a découvert le café, mais une légende raconte qu'il s'agit d'un chevrier montagnard. Il a remarqué que les chèvres mangeaient des cerises rouges qui les rendaient plus énergiques, et il a décidé d'essayer lui-même. Ce n'est que vers le XVIIe siècle que le café est arrivé en Europe, grâce au commerce des marchands hollandais. Ces derniers ont fondé les premiers cafés d'Europe. Ils étaient basés à Amsterdam. Par la suite, la culture du café s'est rapidement répandue dans le monde occidental. Aujourd'hui, les États-Unis sont le plus grand consommateur de café au monde. À elle seule, la ville de New York boit des millions de tasses de café chaque jour. Revenons à la ferme de Carla. L'étape suivante de la production de café est nécessaire pour extraire les grains des cerises. Les producteurs doivent procéder à cette opération sans compromettre le goût du café. Et il y a donc deux façons pour y parvenir. L'une est un processus appelé lavage, que Carla pratique, et l'autre est connu sous le nom de processus naturel. Après avoir cueilli les cerises, Carla lave les grains comme son arrière-grand-père le lui a appris. Tout d'abord, elle passe les cerises dans un moulin à eau. Cette machine sépare les graines, c'est-à-dire les grains de café, du fruit. L'eau est un élément important de ce processus, car elle permet de départager les bons grains des mauvais en fonction de leur densité. Les grains mûrs sont plus lourds et coulent donc au fond. Un grain de café lavé conservera toutes ses caractéristiques d'origine, ce qui lui confère une sensation plus intense en bouche. Ensuite, les grains doivent être fermentés pendant un jour ou deux. À l'instar du fromage ou du chocolat, c'est à ce stade que le café acquiert sa saveur riche et complexe. Certaines exploitations fermentent les grains de café pendant plus de 30 jours. C'est ce que l'on appelle un processus naturel. Si tu choisis un café qui a subi ce processus, attends-toi à un grain au goût très fermenté, presque fromager, mais pas dans le mauvais sens du terme, je le jure. Tu te souviens que nous avons dit que les meilleures plantations de café sont situées dans un climat sec? C'est parce que Carla doit laisser plusieurs tonnes de café sécher à l'air libre avant de poursuivre le processus. Et non, les grains ne sont pas encore prêts à être consommés. Ils passeront 3 semaines à sécher, et Carla les ratissera régulièrement pour que tous les grains puissent sécher uniformément. Enfin, les grains passent à l'étape de la torréfaction. C'est à ce moment-là que le café est préparé, ou devrais-je dire qu'il est cuit. Lorsque tu entres dans un café, tu vois que les grains de café sont bruns, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas leur couleur d'origine. En effet, les grains de café sont généralement verdâtres et ne deviennent bruns qu'au cours du processus de torréfaction. On peut dire que la torréfaction du café est une science qui demande de la précision. Les grains sont cuits à des températures extrêmement élevées, allant de 180 C à 250 C. Les torréfacteurs doivent donc faire très attention à ne pas dépasser les limites de la torréfaction et à ne pas brûler des lots entiers de café. Étant donné que 450 grammes de café de spécialité brute peut coûter jusqu'à $20, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur lors de la torréfaction. La prochaine fois que tu verras un café légèrement torréfié, rappelle-toi que ce procédé met en évidence des traces de douceur et des notes florales, tandis qu'une torréfaction foncée apportera une touche plus chocolatée. Certains pays exagèrent délibérément la torréfaction de leurs grains de café, mais il s'agit là d'une option culturelle. Les Italiens aiment les torréfactions très foncées, et il est donc courant que dans leurs cafés locaux, l'espresso goûte presque le brûlé.
C'est l'amour des Italiens pour le café fort qui a donné au monde la cafetière Moka. Inventée vers 1933, la cafetière Moka est une sorte de mini-machine à expresso. Il s'agit d'une méthode de préparation à domicile qui permet d'obtenir une boisson similaire à l'espresso, mais en version plus édulcorée. Tous les producteurs de café ne torréfient pas leur propre café. De nombreuses exploitations agricoles vendent leurs grains verts à des torréfacteurs du monde entier. Et peut-être que ton café local préféré est aussi un torréfacteur, ce qui te permet d'avoir toujours du café fraîchement torréfié. Chez Carla, ils font leur propre torréfaction. Pour choisir les torréfactions qu'ils vendront, ils procèdent à ce que l'on appelle le cupping. Les grains moulus sont plongés dans l'eau et des dégustateurs professionnels évaluent le goût, l'arôme et la sensation en bouche du café pour en déterminer la qualité. Le problème, c'est qu'ils ne boivent pas ce café. Ils le laissent simplement reposer dans leur bouche et le recrachent dans une autre tasse. Puisque tu es devenu un expert en café, passons à la dégustation. Nous devons d'abord verser le liquide dans la tasse. Alors comment faire ? Nous pouvons essayer différentes méthodes d'infusion. La méthode du café filtre manuel permet d'obtenir des saveurs vibrantes mais moins d'amertume. Si l'amertume naturelle ne te dérange pas, essaie les méthodes à pression comme la machine à espresso, l'Aeropress ou même la Moka Pot. Si tu es de ceux qui aiment leur café froid, que dirais-tu d'une infusion à froid ? Tout dépend du goût que tu recherches. Voilà, notre tour du monde du café est terminé. Mais la prochaine fois que tu penseras que payer 5 ou 6 $ pour une tasse d'espresso de spécialité est trop cher, rappelle-toi combien de temps dure le processus et combien de personnes sont impliquées dans l'acheminement de cette petite quantité de liquide dans ta tasse. C'était le 12 septembre 1990. À cette époque, bien avant les messageries instantanées et les appels Zoom, une petite fille cherchait des correspondants. Zoé était à bord d'un bateau reliant l'Angleterre à la Belgique, en vacances avec ses parents. Elle n'avait que 10 ans à l'époque, mais c'était une élève brillante. Elle a pris une feuille de papier et a commencé à assembler des mots. Elle s'est présentée, puis a crié qu'elle aimait le ballet et jouer de la flûte et du piano. Bien sûr, elle n'a pas pu s'empêcher de mentionner ses 2 animaux de compagnie adorés, un petit hamster qu'elle appelait Spock et son poisson Specky. Elle a également mis l'adresse à laquelle on pouvait la joindre au cas où quelqu'un souhaiterait lui écrire. Mais hélas, elle était en pleine mer. À qui pouvait-elle envoyer ce message ? Une idée intéressante lui est alors venue à l'esprit. Elle a soigneusement placé sa lettre dans une bouteille en plastique, a fermé hermétiquement le couvercle pour la protéger de l'eau et l'a jetée à la mer. Ne recevant pas de réponse, l'excitation de la petite fille s'est estompée au fil des années. Peut-être que la bouteille était restée coincée quelque part. Peut-être qu'elle avait été avalée par une grosse et effrayante créature marine. Ou peut-être que l'eau avait finalement traversé le bouchon en plastique et détruit son message. Bien des années plus tard, à Noël, une lettre pour Zoé a été reçue chez ses parents, sous son nom de jeune fille. Le timbre indiquait que le message venait d'Europe. Il provenait d'un couple de Néerlandais, Pete et Jacqueline Latter, qui avaient trouvé sa délicate bouteille et qui ont eu la gentillesse de lui répondre. Ils ont précisé qu'ils avaient trouvé la lettre parmi des débris rejetés sur le rivage par la mer. La lettre de Zoé était restée en mer pendant une période stupéfiante de 23 ans et avait parcouru plus de 563 km pour atteindre sa destination finale, près de Rotterdam, aux Pays-Bas. Un sacré voyage pour une petite bouteille en plastique. Une histoire similaire à celle de Zoé est la connexion étrange qui a eu lieu entre 2 garçons. Un petit Allemand nommé Frank Husbeck était sur un bateau en route pour le Danemark lorsqu'il a eu la même idée que Zoé. Il avait 5 ans au moment où il a rédigé son message et l'a jeté à la mer. On était en 1987. Il a reçu sa réponse des années plus tard, à 29 ans. Sa lettre, tout comme celle que Zoé enverrait quelques années plus tard, était dans l'eau depuis 24 ans. Son message a été trouvé par un garçon nommé Daniel Korotkik, alors qu'il se promenait avec ses parents dans l'isthme de Courland, près de la mer Baltique. Daniel a eu la chance que son père connaisse suffisamment l'allemand pour traduire le message. Les amis improbables ont fini par se rencontrer par vidéoconférence en 2011. Toutes les histoires de messages dans une bouteille n'ont pas été élucidées. En 2013, un surfeur croate est tombé sur une bouteille endommagée alors qu'il se trouvait près de la mer Adriatique. Le message qu'elle contenait datait de 1985 et il provenait d'un homme appelé Jonathan. L'expéditeur était impatient que sa lettre parvienne à une femme nommée Marie et il a également exprimé son désir qu'elle réponde. Comme la lettre était censée être envoyée de Nouvelle-Écosse,
La bouteille avait dû parcourir la distance ahurissante de 6000 km. Le message est parti de l'océan Atlantique est entré dans la mer Méditerranée et a atteint les côtes de l'Adriatique en Croatie. Mais les identités de Jean et de Marie n'ont jamais été découvertes. Il y a aussi de merveilleuses histoires d'amour qui commencent avec des messages dans une bouteille. Ça a été le cas pour Ake et Paulina Viking. Quand Ake, un marin suédois solitaire, a placé une lettre dans une bouteille et l'a jetée dans la mer Méditerranée, il ne se doutait pas que le morceau de papier finirait par atteindre sa future femme. C'était au début des années 50. La bouteille a été trouvée par un Italien qui a été assez inspiré pour la donner à sa nièce, Paulina. Après 1 an de correspondance épistolaire, Ake et Paulina ont fini par se rencontrer et se marier. Ayant décidé de partager leur histoire avec le monde, ils sont devenus en quelque sorte un couple de célébrités pour l'époque. Ils ont même partagé des séquences vidéo de leur mariage avec le monde entier et leur histoire a été diffusée dans plusieurs journaux. Cet heureux événement a lancé un mouvement entre les jeunes à la recherche de l'amour, augmentant le nombre de messages jetés à la mer à la recherche d'un conte de fées. Cependant, toutes les histoires qui ont commencé comme ça n'ont pas fini par aboutir. En 1945, un Américain nommé Frank Eyostek a placé un message similaire à celui d'Ake dans une bouteille et l'a jeté à l'eau. Presque 1 an plus tard, sa lettre a été trouvée par une Irlandaise, Brenda O'Sullivan. Leurs années de correspondance ont rapidement attiré l'attention des médias de l'époque, mais leur amitié ne s'est jamais épanouie à cause de la pression médiatique. Ils ont fini par se rencontrer en personne lorsque Frank s'est rendu en Irlande, mais il n'est pas resté longtemps et ils ont fini par se perdre de vue. Après que le Titanic a connu sa fin tragique, de nombreuses bouteilles contenant des messages secrets ont commencé à faire surface. Presque toutes se sont avérées être des contrefaçons, à l'exception d'une. Des années après que le Titanic a coulé dans les eaux glacées de l'Antarctique, une bouteille a été trouvée sur les côtes irlandaises. Elle était censée provenir d'un homme appelé Jeremiah Burke, et à ce jour, elle est considérée comme le seul message authentique dans une bouteille provenant du Titanic. Le morceau de papier indiquait simplement le nom de l'expéditeur et le lieu. Le Titanic, accompagné du mot « Goodbye ». Comme la date a été emportée par les eaux, il est difficile d'estimer si la note a été envoyée avant ou après que le navire a heurté l'iceberg. Il y a toutefois un consensus sur le fait que puisque Jeremiah cherchait à s'installer aux États-Unis, il envoyait simplement ses dernières salutations symboliques à sa famille et ses amis restés en Irlande. Cette façon simple de rencontrer des gens et parfois de correspondre avec eux est devenue un passe-temps pour un homme d'une province canadienne appelée l'île du Prince-Édouard, située à l'est de l'État américain du Maine. Cet homme, Harold Hackett, affirme avoir jeté plus de 4000 bouteilles dans l'océan Atlantique depuis 1996. Il affirme également avoir reçu de nombreuses réponses du monde entier, notamment des lettres de France et d'Allemagne, mais aussi des Bahamas ou même d'Afrique. Ce passe-temps improbable lui fait recevoir environ 150 cartes de Noël de ses correspondants chaque année. Aujourd'hui encore, il refuse d'ajouter son numéro de téléphone à ses lettres. De cette façon, il s'assure que si les gens veulent un jour le contacter, le seul moyen de le faire est une lettre. Il a également étudié les meilleurs moments pour envoyer ses messages dans l'eau en fonction de la direction des vents et des courants. Certaines bouteilles passent toute une vie en mer après avoir été jetées par leur expéditeur. C'était le cas d'un Britannique qui a écrit un message et l'a placé dans une bouteille avant de la jeter dans la Manche en 1914. Il s'appelait Thomas Hughes et il voulait adresser le message à sa femme, mais il a été assez poli pour écrire une lettre à la personne qui mettrait la main sur sa bouteille en premier, lui demandant de rédiger le message « Merci de transférer à ». La bouteille n'est pas parvenue à sa femme puisqu'elle a été retrouvée 85 ans plus tard sur la côte d'Essex. L'homme qui est tombé sur la bouteille a eu la gentillesse de joindre la famille et a remis le message à la fille de Thomas. 85 ans n'est même pas la période la plus longue pendant laquelle une petite bouteille a navigué sur les vagues. Un scientifique nommé Hunter Brown étudiait les courants dans la mer du Nord lorsque cette idée lui est venue à l'esprit. Il a placé le même message dans près de 2000 bouteilles et a demandé à l'improbable destinataire de lui répondre en indiquant le lieu de sa découverte. Il pensait que cette méthode l'aiderait à mieux comprendre la disposition des courants de la mer du Nord. Après 97 ans, une bouteille a été trouvée à environ 18 km de son lieu de départ initial. À ce jour,
plus de 300 des bouteilles originales liées au projet de Hunter Brown ont fini par atteindre le rivage. Tous les messages qui ont été trouvés dans les bouteilles n'ont pas reçu de réponse par le biais de lettres physiques. Oliver Van de Valley a jeté une bouteille contenant une lettre sur la côte anglaise alors qu'il était en vacances avec sa famille. Il avait 14 ans à l'époque. 33 ans plus tard, une femme l'a contacté sur Facebook en affirmant qu'elle avait reçu son message et l'avait retrouvé grâce à son profil. Au début, il se souvenait à peine d'avoir placé la lettre dans la bouteille, mais il a fini par reconstituer les événements et même le fait qu'il avait scellé la bouteille avec de la cire de bougie pour s'assurer qu'elle était étanche. Et puis, il y a Christina Aguilera et sa bouteille. Non, attends, la sienne parle d'un génie dans une bouteille. Ce village caché s'appelle Aogashima. Il est situé au cœur d'un cratère volcanique. Il se trouve au sud du Japon, à l'extrême nord de la Micronésie. L'histoire raconte qu'un volcan est entré en éruption dans la mer des Philippines dans les années 1780, ce qui a causé de nombreux dégâts à une communauté locale. La moitié de la population a réussi à échapper à cette énorme éruption et est revenue des années plus tard pour reconstruire le village. À l'heure actuelle, environ 160 personnes vivent paisiblement ici, même si l'on considère que le volcan est toujours actif. Huacachina, au Pérou, se trouve dans l'un des climats les plus secs du monde. Et pourtant, c'est une ville magnifique entourée de palmiers luxuriants. Elle dispose aussi d'une lagune dont on dit qu'elle a des propriétés curatives particulières. Le village compte un peu plus de 90 résidents qui gèrent de petits commerces. La plupart d'entre elles ont recours au sable comme principale ressource. Certains proposent des services de sandboarding ou même des dîners de luxe dans le désert. Depuis plus de 500 ans, un petit groupe de personnes vit dans le flanc d'une montagne appelée la Montagne Verte. C'est l'un des endroits les plus reculés d'Oman et du monde entier. Le seul moyen d'arriver jusqu'ici est à pied, à dos de mule ou en véhicule tout-terrain. Il s'agit d'Al Sogara et il faut marcher environ 20 minutes pour monter un escalier de pierre raide afin d'y arriver. Le village a vu le jour quand les habitants ont taillé leur maison dans la pierre de la montagne pour se protéger des tempêtes et du froid. 5 familles de la tribu Al-Shariki habitent encore ici, soit environ 25 personnes au total. On trouve beaucoup d'autres villages comme celui-ci dans la région, mais Al Sogara est particulier car c'est le seul qui soit encore habité. Il y a 14 ans encore, il n'y avait ni électricité ni ligne téléphonique. La route la plus proche que l'on pouvait trouver était à 10 km. Comme il n'y avait pas d'école, les gens devaient apprendre à lire et à écrire à la maison auprès de leurs aînés. Aujourd'hui encore, les villageois poursuivent cette pratique traditionnelle qui consiste à construire leurs maisons en les taillant directement dans la roche de la montagne. L'un des plus beaux joyaux grecs est Monemvasia, une ville fortifiée située dans le sud-est du Péloponnèse. Elle a été conçue pour être invisible depuis le continent, afin d'être mieux protégée. On la voit uniquement depuis la mer. Et pour y accéder, il faut suivre un étroit sentier qui la relie au continent. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, qui se traduit par un seul passage. Monemvasia a été construite au Moyen-Âge, entièrement taillée dans la roche de la montagne. De nos jours, de nombreux anciens manoirs y ont été transformés en maisons d'hôtes et en charmants hôtels. Non seulement l'architecture est incroyable et magnifiquement préservée, mais la ville est également entourée d'eau cristalline. Une ville sans route? Fais tes valises pour aller à Giethoorn, aux Pays-Bas, si cela ne te dérange pas de voyager en bateau. La ville est très paisible, probablement parce que tout le monde ici se déplace par les canaux. Même le courrier est distribué par voie fluviale. Comme il n'y a pas de voiture et que les gens se déplacent rarement, la ville est très calme. Si calme que le son le plus fort que l'on puisse entendre est le caquettement d'un canard de temps en temps. Au départ, il s'agissait d'un décor de cinéma, mais Hobbiton, en Nouvelle-Zélande, existe toujours, même après la fin des tournages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il est possible de visiter cette charmante ville de décor. Il existe 44 trous de Hobbit au total, mais seuls quelques-uns d'entre eux sont ouverts au public. Le village isolé de Gazadalur, situé sur le flanc d'une montagne dans les îles Féroé, compte à peine 11 habitants. Il est surtout connu pour sa chute d'eau spectaculaire qui se jette directement dans l'océan Atlantique. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait y accéder uniquement à pied, en traversant les montagnes.
Cependant, un tunnel a été construit récemment, ce qui a rendu l'endroit facilement accessible en voiture. La comédie musicale Popeye des années 1980 a fait construire un décor sur mesure à Malte. Celui-ci n'a pas été démonté après la fin du tournage, et le village de Popeye abrite désormais des groupes de bâtiments en bois joliment colorés et une troupe d'acteurs. Il y a beaucoup de choses amusantes à faire sur place, comme assister à des spectacles de théâtre, faire des promenades en bateau, visiter des musées ou simplement explorer ce village original. Le village le plus ancien et le plus photographié d'Autriche s'appelle Hallstatt. C'est un joyau européen caché, avec des bâtiments anciens merveilleusement préservés et un lac salé souterrain. Il abrite aussi un musée avec des objets vieux de 7000 ans et la plus ancienne mine de sel du monde. La forteresse de Bourtange, aux Pays-Bas, est un petit bâtiment en forme d'étoile. Mis à part le côté créatif, il a été construit de cette façon à des fins défensives. Cela donnait aux gardes du fort un avantage stratégique car ils avaient une vue parfaite à 360 degrés. De nos jours, la construction est parfaitement conservée, y compris ses vieux bâtiments, ses rues pavées, ses moulins à vent en bois et ses ponts sophistiqués. Au Maroc, il existe un village traditionnel en terre entièrement fait de briques d'argile. Tu peux le trouver dans une vallée proche des montagnes de l'Atlas, à 51 km de la capitale du Maroc. Les marchands qui suivaient la route commerciale transsaharienne passaient par cette ville pour transporter des épices et de l'or. Comme cette route commerciale est devenue de moins en moins populaire, beaucoup de ces forteresses ont été abandonnées et sont aujourd'hui des vestiges bien préservés. C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour skier car il est encore caché du public. Pas étonnant que les habitants l'appellent le côté secret de la vallée. Situé en Autriche, le minuscule village de Warth ne compte que 200 habitants. Non seulement c'est le village le plus enneigé de la planète, mais il a aussi accès à l'une des plus grandes pistes de ski du monde. Sa popularité a un peu augmenté en 2013 lorsqu'on a terminé la construction d'une autoroute à proximité. Burano, en Italie, est l'une des îles les plus colorées du monde. En raison de ses superbes couleurs, elle a presque un aspect tropical. On y trouve des eaux vert émeraude, de belles maisons et un clocher du XVIIe siècle. La fabrication traditionnelle de dentelles a amené Léonard de Vinci sur l'île dans les années 1400. Il y a acheté un morceau d'étoffe qu'il a ensuite utilisé pour concevoir le célèbre dôme de Milan. Si tu as un passeport britannique, tu dois connaître la magnifique petite ville de Bibury, car son paysage figure sur ta carte d'identité. C'est certainement l'une des villes les plus charmantes d'Europe, car elle est composée de bâtiments en pierre situés sur la rivière Colne. L'image qui figure sur les passeports britanniques est celle d'Arlington Row, une rangée de cottages destinés aux tisserands dont l'origine remonte au XIVe siècle. La ville de Coober Pedy, en Australie, est partiellement souterraine. Tout a commencé en 1915 lorsque des gisements d'opale ont été découverts dans la région. À ce jour, la ville est toujours la plus grande mine d'opale du monde. Les gens qui vivent ici ont compris qu'il serait plus confortable pour eux de rester sous terre, car les températures extérieures peuvent atteindre 51 degrés Celsius. Le village compte aujourd'hui des magasins et des galeries souterraines. Coober Pedy abrite également le premier hôtel souterrain 4 étoiles au monde. Pour visiter l'endroit le plus reculé de la planète, tu devras te préparer à un sacré voyage. Si tu viens des États-Unis, par exemple, le chemin le plus facile est un vol de 15 heures jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, suivi d'un voyage de 6 jours en bateau. Ce n'est qu'après cela que tu arriveras à Tristan da Cunha. Tu peux aussi faire une croisière d'1 mois dans l'océan Atlantique Sud, selon ce qui te convient le mieux. Il faut s'y prendre à l'avance, car il n'y a que 9 voyages en bateau vers l'île par an. L'île elle-même ne fait que 11 km de long. Située en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, elle occupe une superficie de 97 km². Les 300 résidents sont tous des agriculteurs. Ils ont l'Internet, mais il est très lent. Quant au réseau téléphonique et au journal local, il n'existe pas. Les habitants de l'île parlent un dialecte anglais qui n'est utilisé que par le plus petit nombre de personnes au monde. Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouver des cités mayas perdues.
Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les Mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation Maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour 2 cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a 3 étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadouri. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une 3e ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet, à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon, et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne. Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée, juste à la frontière du Mexique et du Belize, qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque, de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les Mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes, ce qui était énorme à l'époque, et leurs villes étaient plutôt intéressantes. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan au Mexique, au Guatemala et au Belize. Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture, ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes. Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balles. Les Mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les Mayas étant des astronomes compétents, il ne serait pas trop étrange qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizeh ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les Mayas avaient construit leurs villes là où ils les avaient construites. La plupart des grandes villes, comme Chichén Itzá et Uxmal, ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants. Au lieu de cela, elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagnes, ce qui a déconcerté le jeune homme de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu, et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant, sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique, et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques.
Anthony Aveni, un anthropologue et astronome renommé, a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas. Tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart, qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021, lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps, ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatiale Sarah Parcak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parcak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe, explique-t-elle, c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré, il va être recouvert soit par la végétation, la terre ou le sable, soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation, elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes. Dans ce cas, l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour de places, tout comme le type de construction réalisé par les anciens Mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps, comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes, dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été 3 fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya. En utilisant les données d'un site à Ceibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crise politique. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des Mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? C'était le 10 avril 1912. Richard venait de partir de Southampton en Angleterre à bord du navire le plus célèbre de l'époque, surnommé l'Insubmersible. Comme il venait d'assister à une quasi-collision avec le SS City of New York, il décida d'écrire à sa femme pour lui raconter cet incident effrayant. « Ma très chère Sal, nous nous en sommes sortis hier après beaucoup de difficultés. » Il était loin de se douter qu'à peine 4 jours plus tard, sa plume et le bateau sur lequel il se trouvait seraient perdus à jamais au fond de l'océan Atlantique Nord. Était-ce là une sorte de mauvais présage ? Richard a-t-il pressenti ce qui allait se passer à bord ? Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, Monsieur Richard Geddes était à bord du Titanic le jour où il a écrit cette lettre à sa femme. Le 14 avril 1912, le navire semblait perdu à jamais. Avec lui, de nombreux secrets et trésors se sont déposés au fond de l'océan. Il a fallu attendre 1985 pour que l'épave du Titanic soit enfin redécouverte grâce à une technologie sonar de pointe.
Depuis, les scientifiques ont réussi à récupérer des milliers d'objets dans le bateau naufragé et un grand nombre d'entre eux ont été exposés ou vendus aux enchères. Par exemple, des bijoux, un gilet de sauvetage, un menu de restaurant du navire et même un morceau de moquette d'une cabine de première classe. Tous ces objets ont captivé l'attention du public, comme les diverses histoires des personnes à bord. Les scientifiques ont même cherché à remonter entièrement le Titanic afin de l'étudier convenablement et faire en sorte qu'il ne s'abîme pas davantage. Certains ont suggéré de remplir l'épave de balles de ping-pong pour qu'elle flotte jusqu'à la surface, et d'autres ont même envisagé d'injecter 180 000 tonnes de vaseline dans sa carcasse. Une autre stratégie envisagée consistait à utiliser quelques 450 000 tonnes d'azote liquide afin de piéger le vaisseau dans une sorte d'iceberg artificiel qui le ferait alors remonter par lui-même jusqu'à la surface. Mais toutes ces stratégies ont finalement dû être abandonnées, l'épave étant bien trop fragile pour être récupérée ainsi. Le Titanic est peut-être l'un des navires naufragés les plus intéressants. En tout cas, le plus célèbre. Mais les plongeurs en eau profonde ont encore beaucoup d'autres histoires à nous rapporter. Il arrive que parfois des avions se retrouvent au fond de l'océan. Des plongeurs qui exploraient les environs de l'île d'Oahu, dans l'archipel de Hawaï, sont tombés sur l'épave d'un avion F-4U Corsair. Il semble qu'il se soit écrasé dans l'océan en 1946 en raison d'un manque de carburant. Si tu pouvais plonger assez profondément, tu pourrais même tomber sur des statues et des objets disparus depuis très longtemps. Par exemple, les vestiges du seul parc archéologique sous-marin du monde au large de la côte de Naples, en Italie. On y trouve les ruines de l'ancienne ville romaine de Bayès. Les statues sous-marines qu'on peut y découvrir sont à couper le souffle, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans une tournure plutôt ironique des événements, une partie de l'équipement que nous comptions utiliser pour nous rendre sur la Lune a été perdue au fond de la mer pendant de longues années. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver ? À partir de la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70, de nombreuses fusées Apollo ont été lancées en orbite autour de la Terre et de la Lune. Lorsque le véhicule spatial atteignait une altitude d'environ 61 km, son premier étage, comprenant les moteurs, se séparait du corps principal. On pensait alors que ses composants étaient détruits ou perdus à jamais. Vraiment ? En 2012, une équipe de spécialistes a découvert un ensemble de moteurs de fusées à 4 km au large des côtes de la Floride. Après 2 ans de restauration, ils ont été confiés au musée de l'aviation de Seattle, qui les expose au public. Peux-tu t'imaginer une ville entière plongée sous l'eau ? En 2001, une telle ville a été découverte dans le golfe de Cambay, au large des côtes indiennes. Certains archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville de l'histoire. Pour comparaison, elle fait presque la taille de Manhattan et est constituée de murs massifs et de grandes places. Les plongeurs ont découvert des fragments de sculptures, des œuvres d'art et même ce qui semblait être d'anciens meubles en bois, vieux de 9500 ans, soit 5000 ans de plus que tout ce qu'on a pu trouver jusqu'ici. Ok, et maintenant, pourquoi pas une rivière sous-marine ? Je ne peux même pas imaginer à quoi cela ressemblerait, mais des plongeurs affirment en avoir vu au sud de Tulum, au Mexique. Est-ce réellement possible ? Eh bien, pas vraiment. Car le cénote Angelita n'est pas une véritable rivière, mais un type très spécial d'illusion d'optique. Formé par une halocline, c'est-à-dire un nuage de sulfure d'hydrogène présent au fond de cette grotte sous-marine. Mais il se trouve que tu peux nager à travers ce nuage, ce qui te donnera l'impression de te déplacer dans une masse d'eau en mouvement. On ne trouve pas seulement des objets inanimés sous l'eau. Certaines découvertes concernent également des créatures marines plutôt effrayantes. Tu aimerais probablement éviter les méduses si tu ne raffoles pas des piqûres. Mais cette méduse géante, également connue sous le nom de méduse à crinière de lion, est la plus grande de son genre d'après ce que nous savons. En toute justice, tu ne tomberas dessus que si tu plonges dans les eaux des océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Tu ne pourras pas la rater, car elle mesure 36 mètres de long avec ses tentacules. Ceux qui pratiquent la plongée en eau profonde sont nombreux à rêver de découvrir un jour un trésor perdu. Un plongeur a touché le jackpot lorsqu'il est tombé sur un trésor d'une valeur de près d'1 million de dollars au fond de la mer. C'était en 2015. Ce plongeur chanceux nageait juste au large des côtes de la Floride. Qu'a-t-il trouvé ? Eh bien, environ 51 pièces d'or, 12 mètres de chaîne en or et une pièce unique et rare qui avait été taillée spécialement pour le roi d'Espagne, Philippe V. En parlant de trésors perdus, il est arrivé aussi que des plongeurs trouvent des bateaux pirates. Ils ont découvert l'une de ces épaves en 2015, au large de la côte colombienne,
datant du XVIIIe siècle. La valeur de ce navire disparu a été estimée entre 4 et 17 milliards de dollars, car il contenait des richesses, des pierres précieuses, de l'or et d'innombrables d'autres objets de grande valeur. En comparaison, il y a une île entière dans les Bahamas qui est à vendre pour 75 millions de dollars. Un ordinateur est la dernière chose que tu t'attendrais à découvrir sous l'eau, n'est-ce pas? Et s'il ne s'agissait pas d'un ordinateur ordinaire, mais d'un ordinateur ancien? Un plongeur l'a découvert par hasard entre 1900 et 1901, sur le lieu d'un naufrage situé au large d'une île grecque. Les chercheurs pensent que cet étrange engin en pierre est la forme la plus ancienne d'un ordinateur. Il a été conçu à de nombreuses fins, notamment pour prédire les positions astronomiques ainsi que les éclipses sur le calendrier. Comme l'humanité a perdu la plupart des technologies de cette époque, il est incroyable que l'on soit tombé sur cet objet après des siècles. Cela nous a permis d'en apprendre beaucoup sur les Grecs de l'Antiquité. L'ordinateur se trouve maintenant au Musée archéologique national d'Athènes, si jamais tu voudrais le voir en personne. Ceci doit être l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la zone la plus profonde de tous les océans. Nous ne connaissons pas sa profondeur exacte, car il est très difficile de la mesurer, mais elle devrait faire environ 11 km et être 5 fois plus longue que le Grand Canyon. Des scientifiques ont étudié pour la première fois cet énorme trou en 1875 à l'aide d'une corde lestée. En 2012, le réalisateur canadien James Cameron a atteint le fond de la fosse à bord du submersible Deep Sea Challenger. Certaines des créatures les plus étranges de la planète vivent dans cet endroit, notamment la pieuvre Dumbo, le concombre de mer et le requin lutin. La fosse des Mariannes tient son nom des îles voisines, elle-même nommée Las Marianas en l'honneur de la reine espagnole Marianne d'Autriche. Tu as prévu de passer tes vacances d'été en Afrique. Ta destination finale sera le désert du Sahara. Il est situé dans le nord du continent et s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Tu es impatient de monter à dos de chameau et de découvrir les très riches cultures de la région. Après un long voyage en avion, te voilà enfin arrivé. Tu es dans le plus grand désert chaud du monde. Savais-tu qu'il fait 9,2 millions de kilomètres carrés? Après avoir bu des litres d'eau glacée, tu es enfin prêt pour ta première aventure. Ton guide te propose de choisir. Tu peux choisir 2 semaines à visiter différentes oasis ou tu peux aider les locaux à résoudre un mystère persistant. Au plus profond du désert, non loin de la ville de Fogaret-Ezwa, quelque chose de très étrange t'attend. Un ensemble d'immenses cercles sont dessinés dans le sable. Il y en a des dizaines et ils s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. On les a découverts grâce aux images de Google Earth il y a plusieurs années de cela. Et depuis lors, ils font l'objet de débats sans que personne ne parvienne à percer leur mystère. Le plus curieux, c'est qu'ils se trouvent à des kilomètres de toute activité humaine, loin des villes et des routes. Le moyen le plus rapide d'en savoir plus sur cet étrange phénomène est de poser des questions. Alors tu prends ton carnet et tu pars interroger les gens du coin. N'importe qui peut être utile. Les géographes comme les anthropologues, les doyens des villages, les historiens. La première personne à qui tu parles est un cartographe. Tu dois savoir si ces cercles sont authentiques ou ne sont qu'une erreur d'imagerie satellite. T'adresser à ceux qui travaillent pour Google Earth est donc une bonne idée. Et tu apprends que les cercles sont bien réels. On peut les voir sur des photos prises à différentes époques. Ensuite, il te faut comprendre pourquoi ils sont là. Au bout de 2 jours d'interview, tu as une première piste. Ces cercles pourraient être le résultat de l'activité pétrolière. Selon les experts, cette hypothèse est tout à fait plausible. L'Algérie est riche en ressources naturelles, tu te dis donc que c'est possible. En général, lorsque les compagnies souhaitent savoir si le sol vaut la peine d'être creusé, elles font d'abord appel à des sismologues. L'analyse sismique d'une région consiste, entre autres, à propager les ondes dans le sol. Selon les résultats obtenus, on peut savoir ce qui se trouve sur la surface. Il est donc possible que ces marques aient été causées par des appareils modernes. Avons-nous là une réponse à notre mystère? Pas tout à fait. Comme tu le sais, le désert du Sahara est l'une des zones les plus sèches de la planète. Les températures moyennes en été y dépassent les 40 degrés Celsius. Pour survivre, les habitants doivent par conséquent avoir accès à de l'eau. Ces cercles pourraient donc tout aussi bien être ce qu'il reste depuis très ancien. Encore une fois, je dirais que c'est assez plausible. Et si on vérifiait tout ça? Certains anthropologues ont convenu que ces cercles pourraient être d'anciennes Fogaras.
La Foggara d'Afrique du Nord est une méthode de captation d'eau vieille de 2500 ans. C'est un type de canna, une galerie souterraine spécifique à cette région septentrionale. Les habitants creusaient d'abord un premier puits suffisamment profond pour accéder aux nappes souterraines. Ensuite, ils creusaient des puits parallèles à des distances régulières. Puis, ils creusaient une galerie pour relier leur village au puits. Grâce à la seule gravité, l'eau s'écoulait du puits vers la ville. Cette technologie traditionnelle fournissait de l'eau aux cultures, au bétail et aux humains. Ce sont vraisemblablement ces puits qui ont rendu possible la création d'oasis artificielles. Le nom même de la municipalité la plus proche en est une indication. Foggaret Ezwa provient sans doute des Foggara, ces anciens puits. Te voilà donc sur une très bonne piste. Tu décides de t'y rendre pour en juger par toi-même. Tu montes dans un car, tu t'assieds et tu profites du voyage. Le nord de l'Algérie regorge de villages très anciens. Tu aperçois même des vestiges de puits pendant ton trajet, juste à la périphérie des villages. En consultant les images satellites de Google, tu te dis que ces marques sont très certainement dues au canna, une série de trous creusés sur plusieurs kilomètres. Mais dès ton arrivée, tu te rends compte que tu te trompes. Dale Lightfoot, l'un des plus grands spécialistes des cannas de la planète, a déclaré que ces cercles n'étaient absolument pas des Foggara. Même les images satellites le confirment. Oh oh, nous étions pourtant si proches! Apparemment, les cannas et les Foggara n'étaient pas creusés en ligne droite. Et ils n'avaient en aucun cas la forme de cercle. Le fait qu'aucune ville ne semble reliée à ces marques est un indice de plus. Ces cercles étaient vraiment très éloignés de toute activité humaine. Et les cannas servaient exclusivement à approvisionner les villages. C'était quand même bien tenté. Tu es sur le point d'abandonner tes recherches, mais tu décides de faire une toute dernière excursion. Les préparatifs prennent plusieurs jours. Véhicules tout-terrain, nourriture, équipement. Tout cela pour enfin percer le système des cercles du Sahara. Le premier jour, tu parcours plus de 160 km dans le désert. Cette partie du monde a toujours titillé ta curiosité. Les dunes dorées sont impressionnantes. Et le ciel nocturne est extraordinaire. Tu peux admirer toute la Voie lactée de là où tu es. Tu t'installes et tu passes toute la nuit sous la voûte étoilée. Le lendemain, la tension est palpable. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Que faire? Par chance, tu as eu le temps de noter les coordonnées des cercles sur ta carte Google. Et par surprise, tu peux tout consulter sans connexion. Tu suis les coordonnées, mais tu te perds. Tu commences à être nerveux. Tu te dis que tout a été en vain. Mais avec ton équipe, vous remontez dans la voiture et vous roulez encore quelques kilomètres au-delà des coordonnées indiquées sur ton téléphone. Au bout d'un trajet très chaotique, tu n'en crois pas tes yeux. Tu as devant toi un immense cratère dans le sable. Il est entouré de 12 trous plus petits. Du ciel, ça ressemble à une horloge, sans les aiguilles bien sûr. Mais de ta position, les marques sont à peine visibles. Tu aurais pu passer devant sans les voir. En explorant la zone, tu remarques quelque chose de similaire dans tous ces trous. Des câbles de métal, de longs câbles que tu peux tirer du sol. Comme ils sont profondément enterrés, tu commences à creuser, et quelque chose commence à apparaître. Oh oh, on dirait de la dynamite. En voilà une surprise. Mieux vaut arrêter de creuser et éviter un accident. Tu es satisfait de ce que tu as découvert, mais toujours curieux. Que fait là toute cette dynamite? D'où provient-elle? Ton aventure est sur le point de prendre un tour nouveau. En marchant vers ta voiture, tu vois quelque chose qui brille par terre. Tu t'approches de l'objet avec curiosité. Il est arrondi, tout rouillé et ressemble à une boîte de sardines. Qu'est-ce que ça fait ici? Il s'agit d'un nouvel indice sur le mystère des cercles. À tout hasard, tu le ramasses et l'emportes avec toi. De retour en ville, les différentes pièces du puzzle commencent à t'apporter des réponses. Tu montres tes photos et la boîte de sardines à des experts locaux. Ils analysent tout ce matériel et te livrent un verdict étonnant. Il s'avère que tu étais sur la bonne piste dès ta première hypothèse. Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi était-il nécessaire de continuer à creuser? Eh bien, parce que cette hypothèse n'était qu'à moitié correcte. Les cercles du Sahara n'ont rien à voir avec la prospection sismique. À l'époque de leur formation, cette technologie n'existait même pas. Mais ils sont assurément liés à l'exploration pétrolière. On remplissait autrefois la terre de dynamite pour trouver de l'or noir. Ce sont les entreprises de prospection des ressources souterraines qui sont à l'origine de ces cercles.
Et les boîtes de sardines? Ce sont les ouvriers chargés des travaux qui les ont laissées là. Il fallait bien qu'ils mangent, n'est-ce pas? En analysant la conserve, on a constaté que toute cette histoire remonte aux années 50 et 60. Les cercles ne sont donc pas si anciens que ça. Ils sont même plutôt modernes. Eh bien voilà. J'espère que tu t'es amusé à nous suivre dans la résolution de ce mystère. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.